Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Rien ne le destinait à une carrière d'acteur et pourtant, c'est de sa propre initiative au détour d'un casting qu'il va ouvrir la porte qui va changer sa vie. Le plus grand public va le valider dans la série de Franck Gastambide et les tournages vont s'enchaîner grâce à son talent et à sa détermination. Il s'apprête à devenir le tourangeau le plus célèbre de ce game. C'est Rachid Guellas. Comment tu vas, Rachid? Ouais, je t'ai mis dedans, t'as vu? Je t'ai mis direct dedans avec le tourangeau. Avec une intro comme ça peut que aller. Ça va très bien. Je suis content de te recevoir, frérot. Ça fait bien. En vrai, t'es un peu le gars du moment là. En vrai, on te voit partout, frère. Non, je pense pas que je sais pas s'il y a un gars du moment, tu vois. Ouais. Il y a des mecs qui ont des Oscars, qui ont des 3 fois d'affilée des Césars. Ouais. On peut dire que c'est les gars du moment. Moi, j'en suis pas encore là. Je fais mon chemin. Je fais mon moment en tout cas. Tu veux ton moment, exactement. Je fais mon moment. T'es le futur gars du moment. Si Dieu veut. Inch'Allah. Carrément, je te le souhaite. On va parler un peu de ton parcours, de tes kiffs en matière de musique, cinéma, tu vois, tout ça. Okay. On va commencer par la musique avec cette première question. On écoutait quoi chez les Guellas quand on était petit? Waouh, on écoutait quoi? Je sais que les premiers morceaux qui m'ont percé, tout petit, mais quand je te parle de tout petit, genre j'avais 1 ou 2 piges. Ok. C'était Bob Marley. Ouais, putain, ouais, j'écoutais beaucoup Bob Marley. Tu vois. On a un point commun là. Là c'est pareil, mes oncles et tout, ils étaient ça. Je croyais que c'était un gars de ma famille tellement il y avait des posters de Bob Marley partout. Je dis ouais, tu vois. Mon daron il kiffait, mes oncles aussi. Et ma mère elle me dit que apparemment quand je pleurais, on mettait Bob Marley, ça m'apaisait. Ah ouais? Attention, mais ça me calmait directement. Et là en fait, de temps en temps, c'est pas ce que j'écoute tous les jours le reggae. Ouais. Mais de temps en temps, quand il y a un petit soleil, un petit truc dans la voiture, ça met toujours bien. Un petit coup de reggae. Ouais, carrément. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, ils ont tourné un biopic sur Bob Marley. T'as vu? J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air charmé. Je crois que ça sort l'année prochaine. Ouais, je crois. Moi, j'ai regardé les comparaisons avec l'acteur, je connais plus le nom du comédien qui fait ça. Ouais, je sais plus non plus. Le biopic, mais j'ai regardé les simultanées, s'ils ressemblent et tout. J'étais comment où j'ai dit, ah putain. Parce qu'en vrai, c'est vrai que depuis le temps, ça reste un artiste iconique, tu vois, même si t'écoutes pas de reggae en vrai. C'est vrai que maintenant, on n'avait pas pensé à faire, tu vois, ils n'avaient pas pensé à faire un biopic. Peut-être ils n'avaient pas trouvé la bonne histoire ou le bon acteur, je sais pas, mais. Peut-être les bons producteurs. Ouais, exactement. Ouais. Le bon J'avoue. Et est-ce que tu te souviens de la première claque musicale que tu t'es prise là, plus longtemps, tu vois, plus âgé, quand t'as, je sais pas, 13, 15 piges, tu vois, quand t'es ado, t'es en âge de comprendre la musique vraiment. Je crois que c'est la période. Moi, j'ai beaucoup écouté La Mafia Qu'un Free, Rof. Mais je crois que les premières teutards que je me suis mangé, je crois que c'était la section d'assaut. Section? Ouais. Je crois que c'était la section, c'était les freestyles Bouscapé, c'était les freestyles qui faisaient rue Milton, tout ça. Ok. Dans la street, là, les freestyles bien street, où ils rappaient chacun leur tour, Maître Gims qui te fait du beatbox. Non, je crois que c'est les premiers, c'est le Fa, les couplets de le Fa. Je crois que c'est ça, les premiers trucs. Après, j'écoutais la Mafia, comme je te dis, la Mafia Qu'un Free, Rof, Kerry James et tout. Mais j'étais trop jeune pour comprendre le sens des mots et des sons. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qui est venu plus tard. Genre, là, même aujourd'hui, je réécoute des sons de Rof, tu vois. Ouais. Et je capte des trucs. T'as une deuxième lecture du truc et tout. 8e lecture. Ouais, carrément. Mais ouais, je crois que c'est la section. Hein. Les premiers trucs que je me suis mangé, c'était spectaculaire quand même. Quand ils sont arrivés, c'était. Bah, tu sais quoi, j'ai reçu Masca dans le premier épisode de cette saison. Bien. Et on en parlait, tu vois. Et c'était super intéressant son point de vue, qui disait que. Parce que je lui demandais, est-ce que vous attendiez un succès, tu vois, quand ils ont sorti leur premier album, L'école des points vitaux, ils avaient déjà fait des freestyles, comme t'as dit. Mais ça a été un truc de fou. Et il disait, genre, voilà, comment tu vis le truc. Et en fait, il me disait, genre, ils avaient un plan. Vraiment, tu sais, ils avaient vraiment conçu le truc en mode. Ouais, voilà. C'était pas genre. Il y a toujours une part de hasard, de chance, peut-être, tu vois, mais. Tu sais, ils avaient vraiment ficelé le truc pour se dire on va essayer de percer. Ouais. Ça se voit. Ouais, comment ils passaient chacun leur tour, les carrés, les bacs, même les petites. Ils te faisaient des petites mises en scène aussi. C'est vrai. Ils étaient beaucoup trop à l'aise. Et je pense que c'est comme dans tout. Pour être autant à l'aise, c'est qu'il y a du taf derrière. Exactement. On n'arrive pas là par hasard, c'est du travail et tout. T'étais quel genre d'élève toi à l'école? Le petit Rachid, il était comment?
Bah, ça dépend quelle période. Oh, bah, on va dire ado, tu vois, genre à cette période-là, à cette même période de section, tu vois. Collège, tout ça. Ouais. Primaire, j'étais, pour te faire un peu. Vas-y, ouais. Primaire, j'étais très calme, très timide, très calme, très timide, posé. Je taffais bien, je faisais mes trucs, pas de conneries. Alors, des petites conneries de l'enfant, tu vois, mais j'étais très très calme. Et au collège, j'ai très très bon élève. Genre, ma mère était... En fait, mon père était beaucoup derrière moi avec le sport, le judo et tout. Et ma maman était beaucoup derrière moi au niveau scolaire. Ok, d'accord. Donc, elle me faisait apprendre beaucoup les trucs par cœur et tout. J'ai rien retenu aujourd'hui, c'est pour ça que je suis pédo. Mais je veux dire, elle me faisait apprendre à mort, ma mère, les cours et tout. Et en fait, j'avais des bonnes notes. Ouais. Après, ça, c'était vraiment sur le plan... jusqu'en 3e, c'était vraiment sur le plan vraiment scolaire. Mais sinon, moi, mon comportement, on va dire que ça, j'ai été de plus en plus extraverti avec le temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va dire 6e, 5e, je suis un peu renfermé sur moi, toujours un peu timide. Je passe peut-être avec le judo, tout ça, après tu grandis, tu changes. T'es plus à l'aise et tout. Plus à l'aise. Et en fait, moi, dans la maternelle et la primaire, c'est dans mon quartier à Tours, qui s'appelle Marès-Bastier. Ouais. Et en fait, le collège, il fallait sortir du quartier pour aller dans un autre quartier, tu vois, qui n'avait rien à voir avec... c'était pas une cité HLM et tout ça. D'accord, ok. Donc on était vraiment mélangés avec plein d'autres gens. Tu vois, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre primaire. Donc forcément, ça, au début, t'es en mode, c'est quoi tout, c'est quoi on vient pas du même milieu, hein, on n'a pas les mêmes discussions, tu vois. Et donc du coup, après, on s'est habitué, on a arrêté un peu d'être dans la confrontation un peu avec ces gens-là, on s'est un peu ouvert. Et après j'ai commencé à me lasser un peu, d'être assis sur une chaise toute la journée, et j'ai commencé à faire le con, quoi. Ok, ça c'est marrant parce que du coup je t'ai pas dit, on a un point commun, c'est que j'ai vécu à Tours parce que moi je suis né à Bourges. Ah, ok. Donc à côté de Tours, tu vois, c'est bon. Ouais. Bourges, Tours pour nous c'est Paname, hein. Quand tu viens de Bourges, c'est vraiment encore, tu vois, c'est un autre level, tu vois. Mais j'ai vécu à Tours parce qu'en fait quand tu viens de Bourges, tu pars très rapidement, et soit c'est Tours parce que c'est la grande ville à côté, soit c'est Paname et c'est encore un autre level, tu vois. Et du coup, j'ai vécu à Tours, donc je visualise un peu les... T'as fait tes études là ou c'est ça? Non, je suis parti... en fait, quand j'ai 18 piges, je suis parti, tu vois, j'ai arrêté l'école et tout. Et j'ai vécu là-bas, les premiers tafs, mon premier appart et tout. J'ai passé mon permis là-bas, tu vois. J'étais avenue Gramont. Ah, ok. Centre-ville pour dire ça. Ouais, centre-ville. Rigolé, hein. Non, moi je suis parti direct dans le truc. Frère, je venais de la campagne. Tu devais dormir à Place Bleue. Même pas, je suis pas ce mec-là. Mais j'avais beaucoup de potes. Non, je suis pas ce mec-là. Non, on les connaît tous. Mais moi, je suis le mec pépère, tu vois, moi je suis tranquille. Pépère, je suis venu à Tours pour être pépère, quoi. Ouais, non, parce que t'as déjà été à Bourges ou pas? Oui, j'ai déjà été à Bourges. T'as déjà été à Bourges, donc t'as vu qu'il y a rien. Vraiment. Il y a le printemps de Bourges. Il y a le printemps de Bourges, 5 jours dans l'année. 5 jours. Moi, je suis tombé sur ces 5 jours. Ah bah c'est bon, c'est pas. Ouais, mais donc tu connais pas le vrai Bourges. La vraie campagne. Non, il y a rien à faire. Donc en vrai, même quand t'es à Tours, le fait de. Et puis en plus, c'est le moment où t'as le permis, où tu commences à vivre. Tu vois, tu connais un peu tes trucs, t'as ta liberté, ton appart et tout. Donc en vrai, même ça, moi, ça m'allait. Tu vois. Mais moi, je suis un mec. Je bois pas à rien, tu vois. Donc je suis pas un mec de Place Plume, tu vois. Moi personnellement. Je bois pas non plus, mais Place Plume, il y a des bons petits restos. C'est vrai que, voilà, soirée entre potes, resto et tout. La maison qu'ils avaient un petit kebab, il y a mes potes aussi qui ont un kebab en France. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est Place Plume, pour situer aux gens, c'est genre le cœur de la ville où il y a toutes les soirées où c'est animé de ouf et tout. C'est un peu centre historique aussi. C'est exactement, c'est ça. Et donc du coup, est-ce que dans ce que t'écoutes à l'adolescence et même un peu plus tard quand t'as 20 piges, tu vois, il y a des trucs qui t'ont inspiré aujourd'hui? Je sais pas, dans ta vie perso, dans ta mentale, dans ta carrière, je sais pas, tu vois, je pense. Des mentalités ou des trucs comme ça. Bah forcément, ouais, il y a... Parce qu'il y a l'éducation des parents. Ouais, bien sûr. Il y a l'éducation aussi que tu te fais dehors, toi-même. Il y a l'éducation au sport. Moi, je sais que le judo a beaucoup participé à mon développement. Ouais, ok. Et puis, il y a la culture. Ouais. Il y a ce que tu écoutes et tout. Donc forcément, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu lis, peu importe. Donc forcément, oui, je pense que c'est sûr. Moi, inconsciemment, ça a dû quand je voyais la section, j'avais été à leur premier concert au Zénith, par exemple, j'avais été. Et bien sûr, tu vois ça,
c'est forcément inspirant quand t'es un gamin. Ouais, de fou. C'est forcément inspirant. Après, dans la mentale, oui, parce que j'étais aussi inspiré par des sportifs, par des trucs. Mais oui, dans le chemin de réussite, forcément. C'est le truc de base, mais le truc qui nous inspire tous, c'est je pars de rien, comment je fais et comment je fais pour atteindre mon but, qui est si loin d'où je viens. Et c'est ça qui m'inspire dans ces parcours. C'est des parcours de vie, de carrière et tout qui peuvent être inspirants. Ouais. Et du coup, avant ça, t'avais un métier de rêve quand t'étais petit? Un truc genre, plus tard, je ferais ça, ou pas forcément? Non, en fait, si tu veux, depuis tout petit, moi, j'avais 6 ans quand j'ai vu mon premier film au cinéma, c'était Harry Potter. Ok. Ma mère m'avait emmené voir aussi au CGR des Deux Lions. Ouais, carrément, putain. Et en fait... Harry Potter 1, du coup. 1, ouais, okay. J'avais 6 plus, ça doit être en 2001, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est 2001, ouais, exactement. Ouais. Ans, tu vois. C'est ça. Et en fait, ça m'a intrigué. J'ai posé plein de questions à ma maman, tu vois, genre comment ils ont fait pour faire ce film, enfin par quoi ils sont passés. Ma mère elle me dit c'est un tournage, des effets spéciaux et tout. Et à l'époque ma cousine avait un ordi, en 2001 c'est pas tout le monde qui avait un PC. Ouais, c'est vrai. Fallait que je traverse, fallait que je traverse un peu la ville et tout. Et j'allais chez elle et je tapais sur Google making of, tout ça, tu vois. Okay. J'ai regardé et tout, j'ai commencé à me matrixer tout seul sur le cinéma, mais pas vraiment sur l'acting. Proprement soit dit, c'était plus global, c'était l'univers, comment on fait l'univers, comment tu fais pour passer de rien à ce produit final, et voilà quoi. Mais c'était pas, donc j'avais pas ce rêve d'en faire mon métier, et j'ai eu très vite envie de devenir éducateur sportif, prof de judo. Ok. C'était dans un coin de ma tête, en fait, ça me faisait un peu rêver, tu vois, genre putain, t'es un prof de sport. On a tous cette image du prof de sport qui est pépère, c'est vrai. Le prof de sport, il est bien. On se dit putain, il est bien, il est tout le temps en jogging. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Le prof de sport, les élèves ils kiffent, c'est cool. C'est vrai, c'est tout tranquille, le prof de sport, il est cool. C'est vrai. Et c'était un peu ça, tu vois. Et un jour, j'ai vu un mec à la télé qui parlait, je sais plus c'était quoi, une émission. Et souvent, ils mettent le prénom et la profession de la personne, et il y avait écrit éducateur sportif. J'ai fait ça claque ça. Et donc en fait après je l'avais en tête, mais tu connais, après les parents ils te disent master machin chouette et tout, donc je suis allé jusqu'au bac et j'avais mis des trucs là, tu sais, mes vœux là. Des choix, ouais. Recalé. Ok. Je comprenais pas pourquoi. J'ai fait écoute, ok, hein. Du coup je me suis orienté vers des BPGEPS, brevet professionnel, éducation jeunesse, comme ça. Sportive, et donc en fait je suis devenu professeur de judo. Ok. Et éducateur sportif, quoi. Ok. C'était un peu mon métier de rêve. J'avais toujours ce rêve là de faire du cinéma, mais je l'avais enfermé dans un tiroir bien lointain. C'était pas accessible pour toi, c'était pas un truc. Alors qu'éducateur sportif, on te dit tu fais telle formation. C'est concret. Ouais. Ok. Et donc c'est ce que j'ai fait. Quoi. Ouais, parce qu'on le précise, mais tu parles de judo parce que t'en as fait longtemps, du coup, du judo, toi. Ouais, c'est ça. Et comment c'est venu dans ta vie? Comment tu découvres le judo? Pourquoi le judo plutôt qu'un autre sport, quel qu'il soit, tu vois? Comme beaucoup de choses, c'est pas nous qui décidons à un moment donné quand t'es gamin. Ouais. Et mon daron, en fait, j'avais un cousin à Marseille qui faisait du judo, qui était un peu plus âgé que moi, et mon père le déposait au judo tout le temps. Et moi j'aimais beaucoup mon père il m'achetait toutes les cassettes de Bruce Lee. Ok. Donc en fait je me fumais à Bruce Lee, j'avais 6 piges. Harry Potter, Bruce Lee. Tout, la revanche du dragon, le jeu de la mort, tout ce que tu veux, je regardais tous les Bruce Lee. Je m'habillais même comme Bruce Lee. Ah ouais. C'était le débardeur, le truc et tout. Il y a des photos c'est sûr qu'il y a des trucs qui disent. On va trouver ça. Faut aller chercher. Faut demander à la madresse. Elle doit avoir coffré ça. Mais ouais, du coup, et mon père a vu que j'avais donc je partageais cette passion pour les arts martiaux avec lui. Et il m'a dit écoute, ton cousin il fait du judo là-bas et il a un gabarit et tout. Je pense que ça pourrait te correspondre en fait. Et donc je suis allé au judo. La prof elle me dit pas de coup de pied, pas de coup de poing. Je dis au revoir. Je vais pas rester ici, moi, ça m'intéresse pas, moi, se rouler par terre. Là. Et mon daron, il m'a dit écoute, frérot, j'ai payé la licence, tu vas rester. Ouais, tu vas rester. Un peu sif, tu vas rester 1 an. J'ai dit quoi? Il me dit au bout d'1 an, tu vois si ça te plaît ou pas. Et donc là, tous les mercredis, j'y allais. Et j'ai commencé à prendre goût, en fait. Et après, c'est parti, hein. On est parti pour 20 ans. Hein. C'était une addiction après. Après, c'était normal, quoi. C'était la normalité pour toi. C'était un kiff, quoi. C'était plus une. Ouais, en fait, c'était un kiff. Je suis passé par des moments très difficiles avec certains de mes. Ouais. En fait, le judo, ça.
j'ai beaucoup de discussions avec les gens et énormément de gens me disent qu'ils ont fait du judo. Genre, limite, j'ai l'impression qu'il y a. C'est vrai, t'as raison, j'avoue. Une personne sur 2 qui a déjà fait du judo. C'est vrai. Mais tout le monde arrête. Et pourquoi du coup? En fait, je me suis toujours posé cette question et j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi avec la pédagogie, la manière dont on enseigne peut-être le judo ici, je sais pas. Okay. C'est vraiment un point d'interrogation et je pense qu'inconsciemment, c'est ce qui m'a donné envie de devenir prof de judo aussi. Et je sais que nous, avec mes potes, quand on est sortis de formation, on est sortis très jeunes, on a 19-20 ans, on était profs. Et je sais qu'on avait pas mal la cote avec les petits, les parents d'élèves et tout, et parce qu'en fait, on ramenait un truc nouveau. Ouais. Et les petits, ils kiffaient venir faire cours avec nous parce qu'on s'arrêtait pas comme on dit, au canevas, tu vois, il faut faire ça. Okay. On était beau, enfin, on amenait un peu plus de divertissement. Ouais. On a amené le Jiu-Jitsu aussi grâce à mon pote, un pote à moi, Yacine Seil, avec qui j'étais à Orléans et tout, qui est prof de Jiu-Jitsu, de MMA et tout aujourd'hui. Et il m'a fait découvrir le Jiu-Jitsu et on amenait cette manière de c'est lui qui m'a fait re-kiffer le tatami, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une overdose de judo, et il m'a fait re-aimer le tatami avec le pied-point, tout ça. Une manière plus ludique, en fait, d'apporter cet art martial, tu vois. Okay. Et c'est vrai que parfois, quand t'es gamin, t'as un prof qui te parle pendant 1 heure en japonais, il t'aura... Des fois, tu te fais chier, quoi. Tu vois, quand t'es assis comme ça, regardez, tu te dis, j'ai envie de me dépenser, moi, tu vois. Ouais. Et on t'apprend c'est très important de chuter au judo. Si tu sais pas chuter, tu peux pas faire de judo, tu vois. On t'apprend des fois pendant des heures à chuter et tout. Enfin bref, parfois, c'était un peu relou et j'ai eu aussi des problèmes avec mes entraîneurs. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un court-métrage sur ce thème-là qui s'appelle Bushido, ça veut dire la voie du samouraï. Et sur un peu le harcèlement moral et physique qu'on peut subir de la part d'un coach, tu vois, par exemple. Et voilà. Et je sais que je suis passé par des moments un peu compliqués et vers 12-13 ans. Et c'est ce qui m'a donné envie d'accélérer, de passer ma ceinture noire, de faire un peu de compétition de haut niveau, enfin tu vois, et de devenir prof par la suite. En fait, c'est en vrai, quand tu me dis ça, ça me fait penser un peu au système scolaire de base, en vrai. Tu sais, quand t'as pas un prof qui est passionné ou tu sais qui a envie de transmettre, tu décroches normalement parce que le gars il te récite le truc et tout. En fait, c'est un peu pareil, quoi. C'est une manière d'amener le truc. Et c'est vrai qu'avec le judo, c'est un fait. Chaque fois que je parle avec des gens de judo, de sport, j'entends plein de gens me dire j'ai fait du judo, mais j'ai arrêté. Ouais, il y a la transmission qui est pas bonne à un moment donné, peut-être. Je sais pas. Ouais. Parce que du coup, vous, peut-être en plus, quand vous arrivez avec ton pote, vous êtes une génération plus proche des élèves, donc vous avez peut-être le même code, les mêmes langages, et donc du coup, c'est plus simple, peut-être, de transmettre le truc. Mais je suis aussi tombé sur des très très bons profs, et c'est grâce à eux que j'ai eu envie de continuer. Ouais. Heureusement, il y en a toujours. Mes parents m'ont pas lâché. Enfin, mon père était pas corda, tu vois. Il me disait, écoute, mec, non, le judo et tout. Je le remercie. Je sais que sur le coup, c'était un peu compliqué pour moi parce que je voulais plus trop en faire, tu vois. Et mon père, il m'a pas lâché, il m'a motivé et tout. Et je le remercie aujourd'hui parce que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais arrêté le judo à 13 ans, je pense. Ouais. En termes de quoi? En termes de valeur et tout, ça t'a apporté des trucs En termes de valeur, en termes de discipline et surtout que moi j'ai arrêté le judo il y a quelques années, surtout la compète et tout. Et en fait, je pense que le cinéma, le métier d'acteur, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais pour moi en tout cas, je le vois comme la continuité de mon sport en fait. Ok, c'est intéressant. Que ce soit dans la manière de préparer les compétitions, tu prépares un casting, un tournage. Pour moi, un acteur, ça peut être, parce que je vais pas faire je vais pas dire c'est ça, mais moi ma manière de voir les choses, ça peut être comme un sportif de haut niveau, tu vois. Ton corps c'est ton outil de travail, ton cerveau c'est ton outil de travail, donc ton alimentation, je sais pas, ton sommeil, tout ça. Enfin, pour moi c'est super important en fait pour suivre un rythme de tournage et un rythme de vie, quoi. Enfin, l'hygiène de vie est aussi importante dans le sport de niveau que dans ce métier là, je pense. Et même dans la manière de gérer la pression, le stress, de vivre le moment présent. Parce qu'un combat de judo, c'est comme un match de foot, c'est comme un match. Encore non, c'est un sport de combat où tu es face à un mec. C'est comme le MMA aujourd'hui, qu'on peut voir qui se développe de ouf, la boxe. Et si t'es pas dans le moment présent, si à un moment donné tu t'échappes dans tes pensées, tu t'en manges une, quoi. Et l'acting c'est pareil. Si t'es pas au moment présent dans la scène, si t'es dans tes trucs et tout, tu vis pas le moment et ça se ressent et il n'y a pas l'échange avec l'acteur que t'as en face et surtout c'est surtout dans la manière de gérer le stress, quoi. Dans la concentration.
Ok, en vrai, ta formation d'acteur, elle s'est fait par le judo. En vrai, quelque part, un peu, c'est un peu passé par là. Ça. Ouais, c'est ça. C'est pas un peu, c'est ça, ouais, carrément. Droit, c'est ça. Okay. Ah, c'est marrant, finalement. En vrai, t'as allié tes deux trucs. T'avais dans un coin de ta tête le truc de cinéma et tout, mais que t'avais fermé parce que t'étais dans le judo. Ouais. Mais en vrai, t'as allié les trucs inconsciemment et sans faire esprit. Ouais. Je suis persuadé que le judo, ça m'a apporté. Ça m'a clairement. C'est clairement ce qui fait l'homme que je suis aujourd'hui et le comédien aussi que je suis. Hein. Ah, c'est intéressant, du coup, ce truc-là, de se dire que, ouais, c'est vrai que. Il y a des similitudes qu'on fait pas forcément si t'es pas sportif ou quoi, ou t'as pas vécu ce truc-là, mais en vrai, ouais, quand toi t'as vécu les deux trucs, tu sais que c'est. Même dans le mental aussi, tu vois. Par exemple, nous, moi, j'ai pas atteint les Jeux Olympiques ou quoi, mais à mon humble niveau, on faisait des entraînements quand même qui étaient très durs. Et du coup, c'est des répétitions de mouvements, des répétitions, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves au sens propre, quoi. Ouais. Et donc, au final, maintenant, quand on me demande de faire une scène 10 fois d'affilée. Ouais, c'est facile. C'est pas. Tu connais le truc, cette sensation de répétition, je veux dire. Je suis habitué à ça, en fait. Ouais, ça voilà, me dérange okay. pas. S'il faut cavaler, se remettre là-bas, je vais pas dire non. Ouais, j'ai capté. Je vais me remettre au début, on recommence, charbon. T'as connu cette rigueur, quoi. La rigueur, le charbon, ouais, c'est. Ok. C'est des valeurs qui sont très, très propres à ces deux milieux. Ça marche très bien. Et du coup, pour rester un peu dans le cinéma, je t'ai demandé ta première claque musicale. Ta première claque cinéma, c'est quoi? Du coup, c'est Harry Potter quand t'as 6 ans ou c'est je pense. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment ça, ouais. Tu vois, j'aurais pas dit ça, mais c'est vrai que oui, parce que la première fois que je vais au Cinoche, je regarde ce film et je me pose plein de questions. Ouais, c'est fou, hein. Comment ils font? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ouais. Et c'est après, je vais découvrir sur Internet. Je vois les fonds verts, je vois tout ça et je comprends. Et c'est une dinguerie pour moi. Le premier tournage que j'ai fait, moi, j'étais Silhouette, j'avais une phrase à dire dans une petite série là. J'ai fait ça, mais j'ai plus passé mon temps à errer dans les couloirs et à observer, à poser des questions à tous les techniciens plutôt qu'autre chose. Ok. C'était la construction du truc qui t'intéressait, même peut-être plus que l'acting au début. Au début, ouais. Au début. Ok. Et tu vas encore au cinéma, toi, ou pas? Par le cinéma là. Ouais, tu y vas encore? Ouais. Parce que c'est que c'est un peu moins à la cote en ce moment depuis le Covid. Non, j'aime bien aller au cinéma. Après, c'est vrai que j'y vais pas souvent non plus. Ouais. J'ai des périodes en fait. J'ai des périodes où j'y vais tout le temps, j'ai des périodes où un peu moins. Là, j'y suis allé quand. Ouais, j'allais dire, c'est quoi le dernier film que t'as vu? Tu te rappelles peut-être, non? Le dernier film que j'ai vu. Ah, c'était Anatomie d'une chute. Ah oui, ok. Qui a gagné le César. Ouais. J'ai pas. César, la Palme d'Or, ouais. T'as bien aimé parce que j'ai pas eu le temps de le voir, je voulais le voir. J'ai eu que des bons retours. Écoute, Ok, on passe à la question. T'es bon là, t'as répondu? Non, le film, en fait, j'ai rien à dire. Ouais. Les acteurs, c'est juste incroyable le travail qu'ils font. L'histoire est. En plus, je crois que c'est une vraie histoire. Ouais. Donc, non, il n'y a pas grand chose à dire. Après, moi, c'est ma sensibilité face à ce genre. Ouais, après, bien sûr. Je me suis un peu ennuyé. Ouais. Je me suis un peu ennuyé. C'est une enquête et tout. Il se passe. Ouais, c'est pas le film le plus rythmé. Ouais, voilà, c'est. Mais pour être honnête, je me suis un peu ennuyé, mais je salue le taf et les acteurs, quoi, genre. Après, ça, ouais, c'est un style de film. Tout le monde n'est pas forcément sensible à ce truc-là. Ouais, c'est une sensibilité personnelle, après, ouais, carrément. Je trouvais ça un peu long, quoi. Ok. Et c'est quoi ton film classique? Ton ou tes films, peut-être, t'en as plusieurs. J'en ai pas 150 000, hein, des films. C'est sûr que tu peux revoir. Tu tombes dessus, tu vas mater. Je kiffe les biopics, tu vois. Ouais, ok, ouais. On parlait de Bob Marley. Ouais, carrément. Mais je kiffe de ouf les biopics. Il y a pas longtemps, je suis retombé sur le biopic sur Ray Charles. Ah oui, avec Jimmy Fox. Jimmy Fox, par exemple. Ouais. En plus, ça mélange musique c'est vrai. et acting et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs que j'aime. J'avais beaucoup aimé aussi le biopic sur Biggie. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. W aussi, c'était incroyable. Ouais. Tu sais que j'ai rencontré Ice Cube. Ah ouais? Ouais, j'étais à l'avant-première. Okay. Et il y avait Ice Cube et son fils. À l'avant-première de NW? Ouais. Ok. Et tu sais, il vient vers tout le monde et j'ai tapé. C'est le plus beau selfie de ma vie, quoi. Avec Ice Cube, c'est une légende, quoi. Tu vois, tu te dis, purée, c'est un truc de ouf. C'était où l'avant-première? C'était en plus dans un UGC. Ah, c'était sur Paris? Ouais, c'était sur Paname, pardon. Ouais, c'était sur Paris. Ouais. Je sais plus lequel, mais ouais. Ok, mortel. C'était charmé. Ouais, il était charmé le film. Franchement, c'était une vraie claque. Coup, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ça. Et même moi, en tant que comédien, j'aimerais bien un jour expérimenter un peu ça. Carrément. Après, à qui je ressemble, je sais pas. À qui je peux jouer. On va trouver quelqu'un. Mais en tout cas, non, mais même tu sais, des fois, t'as des biopics sur des légendes comme ça. Ouais. Biggie, Bob Marley ou qui tu veux. Mais aussi, t'as aussi des histoires sur des mecs
connais un peu moins. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et le fait de retranscrire un truc qui existe vraiment et tout, enfin, et comment dire, de remasteriser un peu son story, tu vois, je trouve ça incroyable. Bah, t'as vu, tu parles de ça, c'est marrant, il y a la série Tapis là sur Netflix qui est sortie. Et moi j'ai maté parce que pareil, j'aime bien les biopics, je kiffe les trucs inspirés d'histoires vraies. Surtout quand tu connais, par exemple Tapis, moi je connais un peu le personnage, mais je connais pas toute l'histoire, tu vois. Surtout que c'est une génération avant la nôtre. Et en vrai, tu parles de ressemblance, mais tu vois, moi j'ai eu des débats avec des potes. Parce que je trouve que Laurent Lafitte, par contre, il joue super bien. Rien à dire, tu sais, le ton qu'il a, la façon de parler, parce que Tapis, c'est une grande gueule, il parlait cru et tout, il maîtrise super. Mais je trouve qu'il ressemble à Laurent Lafitte, quoi, et pas trop à Tapis, tu vois. La coupe de veuche et tout, on y est. Mais t'as vu, après, voilà. Mais après, ça t'empêche pas de rentrer dedans. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que c'est là où c'est fort. C'est qu'en fait, au début, peut-être que tu te dis, putain, mais il ressemble pas, je vois pas Tapis. Ouais. Et là où c'est fort, c'est que le mec, l'acteur, il te le fait oublier. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui est fort. En fait, c'est comme pour pareil, ils ont fait des biopics sur NTM. Là, en France, ils ont fait la série, le film. Le film, ouais, exactement. Et je crois que c'est la réalisatrice de la série, Catel, je crois, qui disait, moi, justement, je veux pas forcément des photocopies des acteurs, enfin des rappeurs. Ouais. Et en fait, c'est là où c'est encore plus fort en tant que comédien. C'est que tu ressembles pas de ouf non plus au gars et que tu arrives à faire à ce qu'on se dit, putain, c'est lui. Tu vois. Par exemple, là, le biopic que j'attends de voir, c'est Aznavour, tu vois, avec j'ai hâte de voir comment il va transformer l'essai, tu vois. C'est prévu pour quand ça l'année prochaine, 2024, je crois. Je crois que c'est bon. Là, ils ont fini. Il me semble qu'ils ont fini le tournage, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça va être fort. Et j'attends de voir parce que Rahim, c'est un acteur que je kiffe de ouf, tu vois, et franchement, j'ai hâte de... Bah d'ailleurs, Un Prophète, tu vois, c'est un putain de classique, tu vois. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Pour t'en citer un, tu vois. Ouais, c'est vrai. Un Prophète de Jacques Audiard. Tu vois, tu te manges une tarte aussi quand tu... D'ailleurs, là, je suis en train de tourner la série. Ouais, carrément, on a l'air pour aller plus tard, mais tu ouais, vois, carrément. tu vois, par exemple, tu vois, c'est vrai. De classique, et donc j'ai hâte de voir comment il va... Ce que ça va donner. En plus, c'est une équipe qui a l'habitude de tourner des films, enfin, tu vois, Mehdi Dir, Grand Corps Malade. Des comédiens un peu sociaux. Ils ont l'habitude de faire ça, donc je pense que ça va être vraiment... Et puis t'as Rahim, comme t'as dit, ça reste un grand comédien, un grand acteur, donc je pense qu'il va largement faire le job. Quand tu regardes... Ouais, de ouf. Il ressemble pas trop, tu vois. C'est vrai. Et donc j'ai hâte de voir comment il va nous emmener. Ouais, j'avoue. Comment on va, tu vois. Ça se fait de plus en plus, hein. Il y a le truc de biopic là, j'ai vu qu'il y a comment c'est quoi sur Bernadette Chirac avec Catherine Deneuve qui joue Bernadette. J'ai pas guetté, mais c'est de plus en plus fréquent la mode des biopics sur des personnages, tu vois. Par exemple Bernadette Chirac, c'est pas le premier truc auquel tu vas penser, tu vois. Aznavour, ça reste cohérent, on voit le délire, il y a une histoire et tout, tu vois, on connaît un peu, mais Bernadette, on se dit okay, c'est un personnage de second plan. Ouais, exactement. Mais je crois que c'est tout le prisme du film d'ailleurs, de se dire que apparemment, de ce que j'ai vu, c'était une femme qui pensait qu'elle allait arriver un peu à la lumière quand son mari est devenu président, et qui a été reléguée au second plan, et du coup ça traite un peu, je crois que c'est ça l'angle du film justement de ce truc là. C'est toujours un peu subtil ça, parce que mais souvent les familles et tout, ils regardent, comme là j'ai vu Tapis, apparemment la famille dit c'était pas pour. Ouais, mais c'est toujours dur quoi. Ouais, j'avoue, c'est comment tu fais pour mettre tout le monde d'accord, genre de fou. C'est assez compliqué. Et juste on finit là-dessus vite fait parce que biopic, j'ai vu je sais pas si tu l'as vu sur Prime, le film sur la signature de Michael Jordan chez Nike. Tu l'avais vu ce truc là? Non, je l'ai pas vu. Franchement, regarde-le si tu as l'occasion, il est vraiment chambé. C'est un documentaire aussi. Non, c'est un vrai film, c'est un film qui est réalisé par Ben Stiller, qu'est-ce que je raconte? Pas Ben Stiller, Ben Affleck, pardon. Okay. Ben Affleck et Matt Damon du coup. Matt Damon qui joue, les deux jouent dedans en fait. Okay. Et on voit pas Jordan dans le film. Okay. C'est un parti pris, mais parce que c'est pas une histoire sur Michael Jordan, mais sur la signature de Jordan chez Nike. Ok. Tu vois. Et qu'est-ce que ça t'a... En fait, c'est chambé parce que tu vois que la maman de Michael Jordan, c'est elle qui contrôlait le game, tu vois. Parce que lui, il était team Adidas à l'époque. Alors, on apprend que Nike à l'époque, ils sont pas du tout dans le truc de chaussures de sport. Ils font du running, mais pas de sport collectif, de foot, de basket et tout machin. Et t'as un mec chez Nike qui a la vision du truc, qui a été dans le basket et tout, qui fait non mais regardez ce gars-là, Jordan il est pas connu à cette époque-là, tu vois. Il fait ce gars-là, ça va être le futur et tout machin. Faut qu'on investisse sur l'homme plus que sur la marque et tout machin, etc. Et franchement, il est mortel le film. Il est vraiment bien. C'est pas vraiment un biopic du coup. Ouais, non, j'avoue, c'est histoire vraie. Ouais, c'est vrai parce que j'ai associé ça à Michael Jordan, mais effectivement, vu qu'on le voit pas, on le voit pas vraiment plus. Biopic, pour finir une dernière. Vas-y. Sur les sœurs Williams, la méthode Williams. Ouais, chambé. C'était pas mal, tu vois. Et c'est beau d'avoir un pareil. C'est vrai.
T'as raison. L'angle d'attaque c'est pas les deux sœurs, c'est vraiment sur le papa. C'est le père, ouais, c'est vrai. C'était pareil, fort. Hein. Charmé, qui a valu une claque à... Ouais, on s'est tous mangé une tarte à notre manière. Ouais, exactement, on va dire ça. On parlait de séries, tu mates un peu des séries, toi, vu que t'en fais pas mal en ce moment pour le coup. Pas de ouf, hein. Pas de ouf, en vrai. Pas de ouf. Je regarde. En fait, franchement, je te mens pas. En ce moment, quand je rentre, je dors. C'est vrai. Claqué par le taf et tout. Quand je rentre, je dors. Je regarde pas. Là, je regarde un peu tapis, tu vois. J'ai regardé, là, j'ai pas fini. Il me reste quelques épisodes. Après, ouais, je me suis maté Breaking Bad, tout ça. Peut-être des classiques. Ouais, j'ai quand même regardé, mais c'est vrai que j'ai du mal à finir, tu vois, à chaque fois les séries, tu vois. Genre, je vais commencer une saison, 2 saisons, après, je vais passer à autre chose. Je vais avoir une période où je vais pas trop avoir le temps de regarder la télé. Et c'est vrai que, même plus jeune, tu vois, j'étais au sport-études et tout. Ça veut dire que moi, je finissais, des fois, j'allais m'entraîner. Toi, tu connais la région, du coup. J'étais à Tours et j'allais m'entraîner à Orléans. Donc, j'étais au lycée. J'allais le soir, je m'entraînais à Orléans, je revenais, je prenais le bus de nuit, j'arrivais chez moi, minuit. Ouais. Fallait que je fasse mes devoirs. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu toute une adolescence, une vie et tout, j'ai même pas eu le temps de mater les trucs. J'avais le temps de mater quoi, Malcolm. Ouais, bon, ça va, c'est un classique, Malcolm. Regardez Malcolm, frère, pendant que je bouffais mon steak. C'est toujours d'actu, Malcolm, donc ça va, c'est cool, tu vois. C'est genre de truc, tu peux regarder aujourd'hui, ça passe encore, tu vois. Mais sinon, ouais, film, série, ouais, genre, j'ai pas mal de... T'as un classique quand même que j'ai accroché. Genre la série, tu dis vraiment celle-là, genre j'ai vraiment kiffé de A à Z, y a pas de faux pas. Breaking Bad, j'ai pas regardé la toute dernière, la saison finale, je crois. Mais je sais que ça, pour le coup, je suis rentré dedans. T'es rentré dedans, ouais. J'ai fumé. Parce que c'est qui tout double avec cette série, j'ai remarqué. Hein. Soit tu rentres pas dedans, soit les gens ils m'ont dit vraiment où c'est leur classique. Moi, par exemple, je sais que ça fait partie de mes classiques. Mais il y a des gens vraiment, ils te disent. J'arrive pas, c'est lent, le rythme et tout, machin, tu vois, je suis pas rentré dedans, tu vois. Ouais, bon non plus, je trouve pas. Je pense que quand t'es dedans, tu vois pas les défauts forcément que les autres voient, mais... Non, mais surtout qu'en plus, je crois que j'ai regardé cette série, j'étais même pas encore dans le cinéma. Donc déjà, tout ce que je peux voir aujourd'hui, tu vois, à mon humble niveau, tu sais, les petits trucs et tout, que tu commences à choper un peu les petits trucs et tout, mais là, à l'époque, non, j'étais dedans, tu t'es mangé le truc. Rachid, on va faire une petite pause, on va faire un petit jeu. On va faire le quiz art que j'ai fait avec tous mes invités. Tu vas avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions, des questions très très simples. Si tu sais pas, tu me dis je te passe la question d'après. Faut être vif là. Il faut être très très vif. Là, tu vas entendre le chronomètre, mauvaise réponse. Attends, il est là. Ah merde. Voilà. Tac. Ok, nickel. C'est bon, est-ce que t'es prêt Dès que t'es prêt, je lance le chrono et on y va. Allez. C'est bon. Allez. Rachid, est-ce que tu peux me citer s'il te plaît 3 films avec Jason Statham? Waouh. 3 films. Je passe. Un humoriste français. Redouane Bougaraba. Excuse-moi. Un dessin animé. C'est moi, je te l'ai, tu l'as. Un dessin animé de Disney. Un dessin animé. La Belle et la Bête. Un rappeur marseillais. Alonso. Une série Canal. Validé 66.5, Narvalo. Un film avec Franck Gastambide. Un film avec Franck Gastambide, Pattaya. Un film sans Franck Gastambide. Je sais pas moi, il était une fois dans le web. Un animateur sur M6. Ouais. Un animateur sur M6. Tu peux passer si tu veux, ça part. Attends, tu l'as. Un film Marvel. Non, je vais sous les Comarcy là. Comment il s'appelle? Putain, voilà. Je vais sous les Comarcy, moi. Vas-y, je passe. Un rappeur français. Bref, un réseau social. Je veux pas descendre les réseaux sociaux. De toute façon, c'est fini, on arrête. Comment il s'appelle le film Comarcy? Attends, X-Men. 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 Je peux pas t'aider. Je voulais. Tu voulais placer Omar. T'as raison. Parce on oublie qu'il a fait un Marvel alors que c'est ouf. On est à combien là? Attends, 1, 2, 3, 4. Je vais te rajouter un point parce que tu m'as cité 17 séries Canal dans lesquelles tu joues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bonnes réponses. C'est bonne réponse. Sur combien? Bah, il n'y a pas de question, ça, je te le dis au maximum. Après, non, 7 sur combien? Moi, j'en ai fait plein. Mais après, est-ce qu'on a. Il n'y a pas de truc, tu vois. C'est vraiment 1 minute. C'est 7. Après, à la fin de la saison, on fait un petit classement de combien il a fait. Là, pour l'instant, Masquette, il a fait combien, mec? Il a fait 14, frère.
C'est-à-dire que j'ai déroulé mes réponses, mes questions, il a répondu à chaque fois tac au tac. J'étais choqué. Alors que juste avant, il m'a dit ouais, je sais pas si je vais y arriver et tout. Tu vois. Non, tu connais la technique de. En fait, ça te met dans une pression. C'est ça le piège. C'est que les questions elles sont simples, mais t'as vu, t'as le chrono et tout. Mais il m'a fait le coup de je sais pas si je vais gérer et tout. Et puis après, quand t'es sur le terrain, en fait. J'espère que je vais pouvoir revenir l'année prochaine. On va faire un truc All-Star et tu seras dedans. Tu seras dedans. On va revenir un peu à ton parcours. Tu te rappelles de ton premier casting, le premier casting que t'as passé de ta vie? Premier casting que j'ai passé de ma vie, je crois que c'était pour Le Monde des Tatouages de Romain Gavras. Ok, et t'as quel âge à ce moment-là? C'était en 2000. Je l'ai passé quand ce casting? Je crois que c'était en février 2017. Donc. Ok. J'ai quoi 23, je crois. Ouais, ok, donc il n'y a pas. Ouais. Okay. Et c'est bon souvenir? Ouais. Comment tu le sens le truc? Très bien. Ouais. J'étais. Comment dire? Je sais même plus comment j'avais reçu l'annonce et tout, mais j'avais pas d'agent, j'avais rien du tout. Moi j'ai eu un agent en 2019. D'accord, ok. Mais ouais, non, très bien. Et en fait, quand je suis sorti, je me souviens que j'avais dit à mon pote qui m'avait accompagné, je lui avais dit c'est ce que je veux faire, quoi. Genre, ok. C'était une confirmation du. Ouais, j'ai kiffé en fait. En plus, pour le coup, c'était les castings, on a toutes sortes de. Comment dire, d'organisation. Enfin, des fois, t'arrives dans une salle, la meuf a un caméscope, des fois c'est l'iPhone. Ah oui, ok. Et là, pour le coup, c'était un vrai studio avec des vraies caméras et tout. Ah ok. Donc en fait, je suis tombé pour un premier casting sur un bon truc. Un truc pro de ouf, enfin vraiment carré et tout. Ça m'a vraiment donné envie, tu vois. Donc premier casting, tu vois, j'ai pas été pris. Et celui d'après, j'ai été pris direct. Ok, c'était quoi celui d'après du coup? C'était une série avec Michel Jonas. Ok, putain, ouais, ok, d'accord. Qui s'appelle Les Bovitz contre les Bovitz. Je crois que c'était une saison 2. Pareil, j'avais un tout petit rôle, je vais dire une phrase ou deux. Et là, c'est ton premier truc que tu tournes? Ouais, ce truc-là? Ça, c'est en juin, on est en juin 2017 là. Ok. À ce moment-là. Et ouais, première fois que je tourne dans une série, où je découvre un peu, tu vois. Sur mes tu kiffes que je me promenais un peu partout. Que tu vois, ce que tu disais tout à l'heure. Ok. Donc ouais, mortel. Hein. Et pareil, reconfirmation du bail de c'est ça que je veux faire, je veux rester dans ce truc-là, il n'y a plus de doute, quoi. C'est ça, et en plus, il y a un truc qui est bien aussi quand tu débutes, c'est que tu as une certaine naïveté aussi, tu vois, qui te permet d'ouvrir des portes, de te poser aucune question, tu vois, t'étais là, t'as conscience de rien. En fait. Ouais. T'as pas conscience de dans quoi tu mets les pieds, t'es tout seul, je connais personne, moi, dans le milieu, pour le coup, vraiment personne, quoi. Personne. Là, t'es encore à Tours à ce moment-là, du coup, on est d'accord? Non, j'étais déjà arrivé à Paris. T'étais déjà à Paris. Je passais mon BPGEPS activité physique pour tous au Parc des Princes. Ok. Ouais. Ah ouais, je suis Donc en fait, je passais mon diplôme d'éducateur sportif là-bas. Donc du coup, j'étais déjà sur Paris. Je suis arrivé en septembre 2016. Ok. Donc un an après à peu près, juste un an après, dans l'année, tu vois. Dans l'année, tu fais. Mais donc du coup, le truc de tu vas à Paname pour le sport et finalement tu décroches rapidement pour dire je vais me donner ma chance. Je passais mon diplôme de prof d'éducateur sportif. Ouais. Et comme j'avais déjà validé des UC grâce à mon BPGEPS judo, du coup j'avais plus de temps. D'accord, ok. Et donc en fait c'est ce qui me permettait de me dire vas-y mec t'es à Paris, vas-y tente 2-3 castings, tente 2-3 trucs et tout. Et voilà, je me suis inscrit sur des petits groupes Facebook, des petits trucs et tout. Et donc de fil en aiguille, petit casting sur petit casting, tu chopes un petit truc là. Et après ça. Un jour, pareil, j'ai joué dans Nuit sa mère. Ouais, le deuxième, ouais. J'ai une toute petite apparition au début du film. Ok. Avec Bayou Sarr, il y a Nicolas Sen aussi, un réalisateur de Nanterre aussi, qui est dans la séquence. On s'est rencontrés là-bas et tout, Bayou et tout. Et pareil, tu vois, moi, c'est un des films que j'avais kiffé étant gamin, Neuilly sa mère, parce que c'est un gamin de mon âge, tu vois, l'acteur principal, Samy, tu vois. Samy Seguin, ouais. Et je me suis dit, déjà l'histoire, moi j'avais kiffé petit, c'est un film qui avait bien marché chez les jeunes et tout. Et je me suis identifié un peu à lui, tu vois, je me suis dit, ah ouais, c'est un petit, il doit sûrement venir d'un quartier, tu vois, il est comme moi, il est rebeu, tu vois, donc je me suis identifié à lui et à sa réussite aussi. Ok, c'est vrai. Et je me rappelle, c'est fou, hein, mais j'avais dit à mon ami Léo qui était avec moi quand on a regardé ce film, au CGR Tours Centre. Tours Centre, ok. Mais plus haut de Lyon, là, on a avancé un peu, on est à Tours Centre. Déjà, quand on est en CGR, on est en province. Déjà ça, on sait. C'est ça. Et je lui ai dit, je serais dans le 2. C'est vrai? Je ne pas comprendre pourquoi je lui ai dit ça. Ça, c'est ouf. Sans savoir, bien sûr. Ouais. C'est arrivé 10 ans après. Et je me rappelle que c'est fou, hein, parce que 10 piges après, du coup, je vois sur YouTube une vidéo de Samy Seguir qui annonce qu'il va y avoir un tournage de Neuilly sa mère 2. Ok. Et donc moi, je me mets à... Putain, je dis, wesh, 10 ans après. Et je me mets à regarder sur Internet s'il n'y a pas
des castings, quoi, tu vois, il n'y a rien. Ok. Et donc je m'endors, il était assez tard. Ouais. Et le lendemain matin, je me réveille, j'allume mon téléphone, je vois dans mes mails casting Neuilly sa mère. Mektoub. Donc je me suis dit, mais c'est un truc, qu'est-ce que j'ai rien envoyé. Ouais. Mais dis-toi, pourtant, je croyais que c'était une blague en fait. Ouais, bah tu m'étonnes. Je me faisais troller, ou je pensais que j'étais fou, j'ai ouvert les volets pour être sûr, tu vois. Et je vois un numéro, j'appelle. Je dis, bonjour madame, j'ai reçu un mail de vous pour un casting, je sais même pas dire le truc, tu vois. Elle me fait, ouais, c'est qui? Je dis, c'est Rachid. Elle me dit, ah, Rachid, ça va, on s'était vu, c'était Lola Diane, une dire de caste. Elle me dit, ouais, bah, on s'était vu il y a quelques mois pour une pub, je t'avais déjà vu, et là, je fais le casting de Neuilly sa mère 2, et je t'appelle pour savoir si ça t'intéresse, un petit rôle et tout. Je fais, ouais. C'était ouf. C'est fou, et du coup, je me suis dit, c'est tellement fou que je vais l'avoir, c'est pas possible. Ouais, ouais, tout est aligné. La merde. Ouais, carrément. Bah, et du coup, je vais au casting, je l'ai, quoi. Ça, c'est ouf. Alors que je sais même pas comment t'expliquer. Quoi. Non, mais c'est ouais. C'est un peu ce qu'ils appellent la loi de l'attraction, peut-être. Ouais, ça, non, mais c'est vrai, non, mais c'est un franchement. C'est un parc d'attractions, là. C'est un parc d'attractions. Non, mais c'est fou, putain. Mais c'est vrai, en plus, c'était une rêve. J'avais reçu Alex Taquino, qui joue un des mecs des Picasso, tu sais, dans le 1, et ben, qui est dans le 2 aussi, qui joue un rival de Samy Segar dans le film, qui m'a dit aussi que c'était un truc de fou. C'est devenu un vrai succès populaire, ce film. Le 1 qui était vraiment une rêve pour tout le monde, quoi. Tu vois. Là, j'ai tourné avec Rachida Brakni. Ok, sur une série, ouais, avec Vincent Albaz aussi, ouais, j'ai vu ça, carrément. Pareil, elle m'a parlé un peu du succès à l'époque. Ouais, c'est vrai. J'avais 14 ans, j'avais rien à voir avec tout ça. Elle était déjà dans le milieu et tout, donc elle m'a dit que c'était vraiment un gros... Ouais, c'était un truc de fou. Enfin, en tant que spectateur, moi je le vois, ça a marqué, il y avait des... Tu sais, c'est le genre de film où tu sortais des expressions du film, tu sais, genre de bail, quoi, tu vois, donc carrément. On parle de succès, on va rester en succès. On va parler de valider forcément un peu. Ouais. J'ai vu ça, une vidéo de toi que tu racontais comment s'était passé le casting. Ouais. Tu peux nous raconter vite fait comment ça s'est passé en gros? Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'ai reçu un casting, parce que tu sais, forcément, quand t'enchaînes les petits castings et tout à droite à gauche, après tu rentres dans des bases de données et tu reçois des mails, des fois, des trucs, tu vois. Et un jour, je reçois un mail pour me dire, viens passer des essais pour notre plateforme, en fait. Enfin, comment t'expliquer? C'est comme si c'était l'association des dires de cast qui avait une plateforme entre eux. Et en gros, ils convoquent des comédiens pour faire un casting sur une scène, mais il n'y a pas de rôle à la clé. Ah oui, d'accord, ok. Pour avoir des rushs. Une démo, un truc, d'accord, ok. En fait, c'était un truc où ils t'envoyaient 2 scènes. Et tu t'apprenais les 2 et tu rencontrais ton personnage de jeu, ton camarade, ton partenaire, ton partenaire de jeu, donc 5 minutes avant. Et tu choisissais la scène avec lui, tu allais jouer devant eux, ils avaient une vidéo de toi et basta. D'accord, ok. Et donc moi, je reçois ça, je venais de faire un film avec Isabelle Huppert, tu vois, la daronne. Et je reçois ça, je me dis, mais est-ce que j'y vais? Il n'y a pas de rôle à la clé, parce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à là-bas pour faire ça et tout. Je me dis, bon, tu sais quoi, t'as rien à faire, ça reste toujours un exercice. Fais-le. Donc j'y vais. Je le passe, ça se passe bien et tout, je rentre chez moi et en fait je reçois un appel via cette vidéo, on me dit viens passer des essais donc chez Mandarin Productions pour une série avec Cantona et tout. Ok. Je dis ok, donc j'y vais avec ma voiture, j'arrive 15 minutes avant. Et en fait j'étais dans les locaux en fait, de production de Mandarin, donc, où il y a plein de séries, plein de productions qui se développent. Ouais, ok. Et donc en fait tu avais cette série Netflix Arte avec Cantona et tout, et tu avais validé aussi. Et moi, j'étais déjà tombé sur un article sur Facebook Bouscapé qui disait que Franck Gastambide allait réaliser une série sur le rap qui s'était validée. Mais dans ma tête, c'était loin. Pour moi, ils avaient déjà fini. Pour moi, je sais même pas. Tu vois, c'était sorti de ma tête, ce truc. Et donc, j'arrive 15 minutes avant. Je dis, bon, c'est là-haut. J'ai 15 minutes. Je vois une porte, il y a écrit casting validé. Ben, je rentre au culot, quoi. Ok. Je rentre. À l'époque, j'étais vraiment arrivé en mode un peu Yamar. Hein. J'étais arrivé avec les cheveux un peu en pétard. J'étais en jogging, paire de TN, veste en jean, rien à voir, tu vois. Comme ça. Je sais pas, tu vois, je rentre et en fait je vois David Diane, donc le frère de Lola Diane, du coup, c'est qui m'a fait passer le casting de Sam. Ok. Ils sont frères et sœurs. Et donc David, lui, il co-réalisait ou était assistant réel de Philippe Lachaud à l'époque. Ok. Et moi j'avais fait une figuration sur. J'ai dû faire 2-3 figures dans ma vie. J'avais fait une figuration sur Nicky Larson. Ok. J'avais besoin de 600 balles pour réparer ma Golf à l'époque. Et en fait, on m'avait dit si tu fais la semaine, tu prends 600 balles. Donc j'ai fait le mec mort avec ma jambe pendant une semaine. Et il y avait David Diane. Donc en fait, je l'avais vu quoi. Ouais. Tu vois, donc ça m'avait pas servi à rien. De fou. D'avoir réparé ma Golf 4 à l'époque. Et en fait, j'arrive dans ce bureau, en fait, donc la production, donc, pendant qu'il t'a fait sur Valider saison 1, et je vois David Diane, on se reconnaît. Ok.
Il me dit, oh, ça va, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je fais, bah, j'ai rendez-vous. Il me dit, ah ouais, à quelle heure et tout. Je fais, bah, là, maintenant, j'ai rendez-vous, là, vous faites quoi? Il me dit, on fait une série sur le rap. Je dis, ben moi je rappe, je suis comédien. Il me dit, bah, t'avais fait de la figure. Il me dit, je fais, non, mais je viens de faire un film avec Isabelle Huppert, là, la figure c'est fini et tout. La figure c'est fini, je viens de faire un film et tout. Il me fait, mais c'est quoi ce film? Je l'ai jamais vu, moi. Je dis, c'est normal, il va sortir l'année prochaine et tout. Bon, au final, il est sorti après validé, avec le Covid et tout. Et il m'a dit, ouais, mais là, non, c'est compliqué, tu vois, forcément, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. C'était pas prévu, il n'y a pas de directeur de casting non plus, tu vois. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la pièce derrière, il y avait David El Hakim, le directeur de casting, et les scénaristes, Charles, Nico et tout, tu vois. Ils étaient là, et en fait, à ce moment-là, ils se posaient la question sur qui va jouer Yamar. Je crois qu'il y avait 2-3 mecs qui étaient passés en essai et tout, déjà, et peut-être même plus, je sais plus. Et ils se posaient la question. En fait, quand ils m'ont vu arriver, apparemment, de ce que m'a dit Nicolas Lecarrière, un des scénaristes de Validé, il m'a dit, mais il a dit à David El Hakim, putain, tu l'as bien trouvé là. Et il dit, mais moi, j'ai rien trouvé, il est tout ça. Et en fait, après maintenant, que je correspondais, on va dire, physiquement, et en fait, le panache que j'ai amené quand je suis rentré, tu vois, en mode, moi aussi, je rappe et tout, ben, c'est un peu Yamar. C'était, ouais, carrément, c'est vrai. Ouais. Yamar est un peu ce tempérament de, j'ouvre les portes et moi aussi, je veux, tu vois. Et donc, en fait, il y avait des petites similitudes, on va dire. Bon, bien sûr, je suis pas un enfoiré comme ça. Oui, bien sûr. Mais il y avait dans la gouache de j'ai envie de réussir, il y avait un truc. Et physiquement, apparemment, ça collait un peu à ce qu'il s'imaginait un peu du personnage. Okay. Et donc, il m'a convoqué pour faire des castings. Je suis parti faire mon casting. À la base, je venais pour un casting à côté. Ouais, quoi. Donc, je suis parti faire mon truc à côté. Je suis revenu. Et il m'a envoyé les textes et tout. Et il m'a convoqué pour une audition. Et un mois et demi après, j'ai eu un appel pour me dire que j'étais pris. Quoi. Que c'était fait. Mais à l'époque, tu te doutes pas de. Non. Je me dis, j'ai un rôle, quoi. Non. Ouais, bien sûr. Mais tu te dis pas. Ce que ça va être, quoi. Ah non. Pour moi, c'était un petit rôle en plus. Hein. Ouais. Dans ma tête, je pensais que c'était un petit rôle. Quand tu y vas et après, ouais, ok. Parce que faut rappeler. Il a été développé en fait. Parce qu'en fait, à la base, ce que fait Yamar dans la série, tout ce que m'avait dit David El Hakim, si je dis pas de conneries, à la base, ce que fait Yamar dans la série, c'est d'autres personnes. Ça devait être plusieurs personnages. Ah, ok, d'accord. Moi, je devais être là, faire un truc ou deux, et après, tout ce que je fais, ça devait être d'autres mecs. Okay. En fait, ils se sont dit, mais pourquoi pas tout rassembler et grossir ce rôle, tu vois. Ok. Donc tout s'est fait sur le tas, sur le truc et tout. Ouais. Parce que Validé, du coup, ça sort pendant le confinement. Donc on est tous chez nous, on peut rien faire. Et là, ça sort Validé et c'est un putain de raz-de-marée. Ça bat des records et tout. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment. Comment tu vis ce truc-là, toi? Là où t'es. En plus, quand tu nous racontes cette histoire de d'où ça vient, où c'est un casting. Improvisé, même pas prévu au culot, et au final tu sors d'une série qui marque tout le monde jusqu'à aujourd'hui. En vrai, ça reste une référence, ça reste la première série sur le Peura et ça marque le truc. Enfin, c'est quali, c'est vraiment un truc chambé, quoi, tu vois. Bah, déjà à la base, t'as le tournage, tu vois, t'as le tournage qui est très comment dire, t'as le tournage qui est ouf parce que déjà tu rencontres, tu vois, moi j'ai 25 piges, 24 ans quand je tourne sur Validé et 24-25 et c'était il n'y a pas longtemps, tu vois. C'était à 3 ans, quoi. Ouais, carrément, de fou. 4 ans. Et du coup, je me dis, mais déjà, tu rencontres tous ces gens, tu vois. Genre, déjà Franck, à la base, moi, c'est un mec que je le vois à la télé, je venais de le voir dans le taxi. Tu rencontres tous ces rappeurs, toutes ces personnalités, Sabrina Ouazani, tous ces des mecs que tu voyais, tu vois. Même Sams, tu vois. Ouais. Un rappeur que j'écoutais à l'époque de Youssoupha et tout. Ok. Ouais, carrément. Et du coup, tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est fort, tu vois, genre déjà, tu rencontres tous ces gens, mais tu te rends pas compte de l'impact que chaque séquence, chaque truc va avoir. Moi, je me rendais pas compte que mon personnage allait autant être détesté, j'allais autant faire. Donc déjà, le tournage, c'est une expérience en soi, tu vois. C'est une expérience déjà, c'est quelque chose. Tu t'en ressors un peu. Ouais. Et je me rappelle mon dernier jour de tournage, j'ai dit à Franck, j'ai kiffé et tout, et j'aimerais bien, ça serait cool qu'on bosse ensemble, tu vois. Il m'a dit, il y a une saison 2, donc c'est cool. Et j'étais trop content. Trop bien. Et comme j'avais rappé aux essais, il savait que. T'avais un potentiel pour ce truc-là. Voilà, et donc il s'est dit, bon, c'est vrai qu'on dit que dans la série Yamar il est nul, mais vas-y, on va essayer de le faire kicker un petit peu dans la saison 2 et tout, donc c'est trop bien, ça m'a apporté toutes ces expériences-là. Et après, il y a la sortie, pendant le confinement. Je me rappelle, j'ai fait une nuit blanche ce jour-là. Ah ouais? Parce qu'en fait, je recevais des messages de partout. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais tellement je répondais, tac, j'étais à l'affût, je regardais, on s'appelait entre nous, ça faisait des lives, des machins, que le jour il s'est levé, tu vois. Jusqu'au matin, tu vois. Et je me rappelle, je suis resté, à l'époque, j'étais chez mes parents à Tours, j'étais là-bas pendant le confinement. J'étais assis au bord de la fenêtre comme ça, je regardais devant moi, je disais, mais.
C'est ouf. C'est quoi? En fait, je recevais j'avais jamais vu ça, quoi. Genre, des messages, ça défilait de gens que je connais pas. Tous mes potes, même des gens que je connaissais pas d'avant, des connaissances, tout le monde m'envoyait des messages pour me féliciter, pour me dire qu'ils avaient vu la série. Et depuis, j'ai fait des beaux projets, des très beaux projets, et j'ai jamais reconnu ça. Je crois que c'est unique. Tu peux pas. T'aimes ou t'aimes pas la série, hein, mais tu peux pas lui enlever son succès. Ah bah, de fou. Là, les avis, bien sûr, il y a les goûts et les couleurs. Ah ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Mais putain, à chaque fois, tu reçois des messages de Franck, on a dépassé 5 millions, 10 millions, 15, 20. Tu te dis, mais wesh. Ouais, c'est fou. Et le pire, c'est que tu le ressens. C'est pas comme si on te disait, t'as fait 45 millions et puis tu. Ouais. Là, jusqu'à même là, en bas, il y a des gens qui me parlaient de valider. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça a changé notre vie. Genre, tous les jours, au quotidien, on nous parle de ça. Alors, en plus, c'est ouf parce que tu le ressens, malgré on vit une période improbable, d'ordre de confinement, de trucs et tout. C'est ça qui est fou, c'est que c'est. Ouais, mais c'est vrai à quel point tu vois que c'est palpable, malgré que tu t'es pas dehors H24, tu vois, tu le ressens de ouf, quoi. Et quand on est sorti, déconfinement, c'était une dinguerie. Ah ouais, j'imagine. L'été, parce que moi, pendant le confinement, j'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé en foyer. Ok. Sur Tours. Et du coup, les gamins, ils ont regardé aussi, tu vois, là-bas au foyer. Bah ouais. Ils savaient pas que moi j'étais comédien et tout. J'étais en mode, mais c'est pas toi, c'est pas possible. Ouais, bah ouais, j'avoue. Et après, il y a eu le déconfinement où je sors, je reviens un peu à Paris, les rendez-vous, le cinéma, ça reprend un peu. Je me promène un peu dans ma ville, à Tours et tout, et c'était incroyable. Genre, je me rappelle avec mes potes d'enfance, on sortait au centre-ville, t'avais des gens qui venaient autour, qui me posaient plein de questions. Et Apache, il est comment? Et Ibrahim, il est trop drôle, les trucs, et machin. Et est-ce qu'il y aura une saison 2? Ah, je te déteste dans la série. Enfin, tu sais. Ouais. Et les gens qui voulaient prendre des photos. Enfin, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois, genre. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu vois, des photos, des trucs, des autographes, des machins, tu vois, j'étais mort de rire. Ouais, bah oui. Demande ça à moi, tu vois. Surtout cette escroquerie, tu vois. Mais au final, c'est pas un truc que j'ai voulu, que j'ai cherché et tout. Je pense. J'avais un prof qui disait, un prof de cirque, quand je faisais un peu de théâtre, un prof de burlesque, de cirque et tout, il disait le succès c'est un accident. Et quand tu fais un projet, il peut être extraordinaire et il y a 3 personnes qui vont t'en parler dans ta vie. Et des fois tu peux faire des trucs comme ça et puis c'est inexplicable, tu vois, genre après je pense que c'est un timing, hein, c'est première série sur le rap, c'est la communication qui a été bonne, c'est tout les têtes qu'il y a dedans, confinement, tout ça. Ouais, il y a eu plein de trucs, tous les ingrédients qui ont Canal Plus gratuit pendant un mois. C'est vrai, putain, j'avais oublié ça, c'est vrai. Trop de choses qui font que que voilà quoi. C'est vrai. Mais franchement très très bonne, ça restera gravé à jamais bah ouais. dans ma tête. C'est le commencement d'un nouveau truc au final à ce moment-là quoi. Grave, carrément. Et les insultes aussi, c'était bizarre aussi. Hein. Ah ouais, j'avoue, putain, parce que c'est là que tu vois que le succès d'une série, c'est quand les gens t'aiment pas entre guillemets ton personnage dans la série et te font. Au début, ça fait bizarre, tu vois. Ouais. Je te mens pas, au début, ça fait un peu chelou. Bah ouais, j'imagine. Parce que tu vois Twitter, tu fais des trucs méchants. Quand même. Mais pourquoi, tu vois? Et après, un jour, je commençais à me cogiter. Je parlais avec un pote, je dis, c'est quoi? Pourquoi ils sont. Il me dit, frérot, tu joues un méchant aujourd'hui. Je dis, bah, méchant. Il me dit, bah, bravo alors. Si les gens ils ont c'est que t'as réussi à quelque part une partie de. T'as réussi à faire un truc, à faire retransmettre, même on me le dit dans le métro, on me dit j'avais envie de sauter dans mon écran et te mettre des patates. Ouais, bah je me dis, bon bah écoute, tant mieux. Et c'est vrai que ça, quand c'est la première fois, là demain ça me réarrive, je rigole. Mais quand c'est la première fois et qu'on t'a jamais vu, et que là ta tête elle est partout, tu dis, oh, c'est quoi ce truc? C'est vrai. Au final, dans la rue, magnifique, j'ai jamais eu aucun problème. Ouais, non, heureusement que les gens arrivent à faire la part des choses et de se dire, ça va, c'est cool. On va avancer un petit peu, on va rester dans les séries Canal. Du coup, en ce moment, t'es à l'affiche de 2 séries Canal, si je dis pas de bêtises, de Narvalo, la saison 3. C'est ça, ouais. Dans laquelle tu as déjà joué dans les précédentes saisons, série de Mathieu Longat, et dans 665 aussi, qui est actuellement à l'affiche. Là, à l'heure où on parle, je crois que c'est. Je crois que ils ont diffusé les 2 derniers épisodes hier, je crois, non il reste encore. Hier c'était 5-6 et là lundi prochain 7-8. Ok, voilà, donc c'est la semaine prochaine. Ouais. 2 séries, voilà, qui sont différentes et tout, c'est pas le même format, c'est pas la même chose, mais ça t'a apporté quoi ces nouvelles expériences? Mathieu Longat, Narvalo, j'ai l'impression que c'est une vraie famille qui s'est créée d'acteurs, de trucs et tout. Et 665, un autre registre, mais qui a l'air. Enfin, moi j'ai vu les 4 premiers épisodes, pardon. Pareil, qui est charmé, quoi, c'est un autre registre, mais ça reste très quali, quoi. Ah ouais, ce que ça m'a. Déjà, Narvalo, c'est un truc. Quand j'ai fait la saison 1, déjà, ça m'a fait du bien, parce que j'avais fini le tournage de Validé 1. Ok.
Et j'avais rien eu pendant plusieurs mois, tu vois. Genre, pendant 5-6 mois, j'avais plus rien eu. Et j'ai eu ce casting pour Narvalo et ça m'a fait déjà pour le coup, ça m'a fait du bien, tu vois. Et je me rappelle qu'ils ont mis beaucoup de temps à m'appeler parce qu'ils se posaient la question, je crois, si je faisais trop vieux par rapport à mes potes et tout. Donc Mathieu, il a pas lâché, apparemment il s'est battu pour moi et au final c'est passé. Donc déjà, premièrement, ça m'a fait énormément de bien et il a réussi vraiment à créer une famille parce que t'as saison 1 et 2 et la saison 3, il fait revenir, je crois qu'il y a très peu de nouvelles têtes dans la saison 3. Il fait beaucoup revenir des gens de saison 1 et 2. T'as quelques nouvelles têtes, mais beaucoup de gens qui reviennent et tout. Donc après, il pouvait pas mettre tout le monde et tout. Et moi, je sais que j'étais grave content et tout. J'avais envoyé un message, il m'avait dit. Et en fait, il m'avait dit, tu auras soit un petit truc, on va te voir 2 secondes, ou soit tu auras un truc un peu plus important et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, moi, c'est avec plaisir. Et donc, ouais, il a réussi à créer une bonne famille, Mathieu Longat. Et il a vraiment sa signature. Pour faire 3 saisons, c'est que. Ah, de fou! C'est que ça a marché. Et non, pour moi, franchement, c'était un réel plaisir et un honneur de faire partie de cette team. Et qui plus est, en plus, avec une série qui a fait que de monter, je trouve, en level, tu vois. Je suis d'accord, ouais. Et donc voilà, et ça ramène. Mathieu, il se bat beaucoup pour ça, pour ramener des nouvelles têtes, mettre en avant des mecs qu'on voit pas, des meufs qu'on voit pas souvent, des sujets qu'on voit pas souvent. C'est vrai. Non, j'aime beaucoup la démarche et l'engagement de ce type. Ouais, moi j'aime beaucoup, j'ai découvert sur Twitter à l'époque, Bonjour Tristesse et tout, et j'ai kiffé direct ce qu'il raconte déjà, tu vois, il a une façon de parler, de décrire la société et tout. Il est vrai, tu vois. Ouais, bien, tu vois. Même quand tu le connais pas, ça se ressent direct, tu vois, il a ce truc, on voit qu'il fait le truc avec le cœur et tout, c'est charmé. Et ouais, la saison 3 elle est vraiment charmée aussi, et même pour pas trop raconter, mais il y a même un autre registre un peu vers la fin de la série qui, tu vois, et ça donne encore une autre facette des acteurs qui sont là, qu'on connaît déjà quand on a vu les 2 saisons précédentes et tout. En plus, c'est un format court, je le dis parce que maintenant il y a tellement de trucs à regarder, des épisodes qui durent 1h30, 1 heure et tout, t'as pas la foi. Et là, c'est un format court, ça se mate super bien partout. Donc, c'est ça. Et là, 66.5. Ouais. Bah, ce que ça m'a apporté, là, vu que tu as regardé les 4 premiers, tu m'as pas beaucoup vu. Non. Tu m'as peut-être aperçu. Ouais, exactement, par téléphone, comme ça. Ouais, voilà, un petit fast time et tout. C'est ça. Et après, je suis beaucoup dans les épisodes 5, 6, 7 et 8. Ok. Et en fait, là où j'ai le plus bossé, c'est que je joue aussi sans trop en dévoiler, mais je joue aussi un mec pas très sympa. Tu vois, très différent d'Yamar, mais ça reste un méchant dans le registre un peu urbain, tu vois. Okay. Et donc en fait, mon challenge, c'était de le faire, si je choisissais de faire cette série en tout cas, de faire quelque chose de complètement différent, tu vois, l'opposé de ce que j'avais pu faire dans Validé. Et j'ai une coach avec qui je travaille depuis 2 ans qui s'appelle Karine Nuris, tu vois, qui me fait bosser un peu mes personnages, mes castings, etc. Okay. Et j'ai beaucoup bossé avec elle sur comment prendre un autre angle pour interpréter un méchant, entre guillemets. Et je sais que ça a été le plus gros challenge pour moi, tu vois, de dégager autre chose, tu vois. Okay. Et même dans le style, j'avais une espèce de grosse coupe à fond. Ouais, c'est vrai. Les vêtements et tout, un peu, tu vois, des chemises, des ouais, j'avoue, c'est vrai. Tu vois, la Pulp Fiction, je me suis amusé dans les styles et tout. Et tu verras, hein, si tu regardes la suite, tu verras, tu me diras. Carrément. Et donc, du coup, j'ai essayé, en tout cas, de faire de mon mieux pour me rapprocher de mon but, qui était de faire un mec assez calme. Et à la fois... on sent qu'il y a une menace. Voilà, ouais. Et je me suis beaucoup pris la tête pour ça, et parce qu'en fait, je me suis dit que le récit parlait pour nous déjà. Déjà, la série s'ouvre sur les frères Boutaleb, les 2 personnages que je jouais avec moi, Hakim, qui sont les deux grosses têtes du réseau donc de Bobigny. Et en fait, la série s'ouvre à l'épisode 1 avec nous, gamins, qui prenons l'avocate, on la jette un peu. Ouais. Donc à partir du moment où la série s'ouvre sur ça, donc tu vois bien que le personnage à 15 ans, il est fougueux, il est fou, il prend la meuf, il la jette. Tu te dis, si à 30 ans, le mec il fait la même chose, c'est qu'il n'a pas évolué. Donc moi je l'ai imaginé vraiment comme ça, en mode il a pris de l'expérience, il est beaucoup plus sûr de lui, il est habitué à la violence, il a plus 15 ans, et donc du coup c'est une autre manière de faire. C'est pas un brailleur, un aboyeur comme pourrait le faire Yamar, tu vois. Ok. Donc ça t'a appris, Et donc j'ai vraiment en termes de jeu et tout, ça m'a vraiment j'ai pris un step, je pense que ça m'a fait passer un cap. Après, j'espère que ça va être bien reçu et que les gens vont capter. Mais là, des petits retours que j'ai,
ça va, ça a l'air d'être... ça a l'air d'être cool, ouais. Ça a l'air d'être cool. En tout cas, moi, je suis très, très dur avec moi-même. J'ai beaucoup de mal à me... comme beaucoup. Ouais, je pense que c'est toujours... Ouais, c'est vrai que c'est rare qu'on entende... J'ai beaucoup de mal à me regarder, à aimer ce que je fais et tout. C'est très compliqué. Mais j'arrive à admettre aussi quand je coche certaines cases, tu vois. C'est important. Je me dis, voilà. Et là, je pense que j'ai réussi à créer, en tout cas, un personnage différent. Et là-dessus, j'en suis content. Tu ouais, t'as réussi à... C'est au public de décider. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais toi, à titre personnel, tu sais que t'as été au bout de ce que tu voulais, t'aurais aimé proposer. J'aurais pu faire 10 fois mieux, bien sûr, c'est comme toujours. Comme on dit, je sais plus quel acteur disait, on peut refaire le film on devrait refaire les films une deuxième fois. C'est toujours ça, tu vois. C'est vrai. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est vrai, carrément. On se dit, on aurait dû. Ouais, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Exactement. Il faut apprendre à apprécier aussi le rendu et à kiffer un peu, quoi. Sinon tu kiffes jamais. Carrément, je suis d'accord avec toi. En parlant de kiffer, je vais te faire écouter un petit mémo d'une personne avec qui tu as joué. Ouais. Et je te laisse écouter, on en parle après. Vas-y. Ok, mortel. Moi, je me souviens, tu vois, là, c'était là, on est parti en tournage en Italie. Je reçois l'affiche où il y a notre scène et je vois que mon personnage, il doit parler arabe, mais j'ai jamais appris l'arabe et tout, ça veut dire je suis en stress et tout, non. Et c'est là où une belle étoile est arrivée, ce qui se prénomme Rachid Guelaz. Il m'a dit, frère, je vais t'aider, on va faire. C'est aussi Sophia Elouardi qui est venue, ils ont été deux à m'aider. Rachid, t'as vu, il aide de bon cœur. Si ça te fait plaisir, ça lui fait plaisir. Ce mec-là, c'est un mec en or. Il mérite tout le bonheur du monde. Grâce à lui, j'ai tué la scène. Donc merci Rachid. C'est Dixou, ça. C'est Dixou. Putain, qui est Dixou? Tu peux nous dire un peu pour ceux qui ne savent pas, qui connaissent pas. Déjà, gros big up à lui. Merci, franchement, merci pour ce message, ça me touche. Merci beaucoup et je pense que je peux lui retourner tous ces beaux compliments. Franchement, c'est voilà, pour poursuivre ta question. Mais Dixou, c'est un comédien, c'est un mec d'Aulnay qui s'appelle Dylan. Ouais. Et on a le même agent. Ok. On a la même agence. Et ça fait pas longtemps, je crois, qu'il fait ce métier. Il a joué dans Narvalo, ouais, sur la saison 2. Et il a un rôle aussi dans la série Un Prophète. Et donc en fait, moi je savais pas du tout qu'il jouait dans Un Prophète et il me l'avait pas dit. Ok. Parce qu'en fait, on se suit sur Insta et tout. Ouais, il avait vu que j'avais mis des stories, que j'étais arrivé en Italie pour le tournage et tout. J'avais mis 2-3 trucs. Et il regardait sans rien me dire. Et un jour, je vois qu'il est là-bas. Parce qu'en fait, on partait, on revenait. Ouais. Je tournais une série en parallèle en Corse, en fait. Et donc, du coup, on était. Ah, ok, ouais. Je faisais pas mal d'allers-retours entre les deux. Et à un moment où je n'y suis pas, je vois il y est. Je dis, mais t'es sérieux, tu déclares pas? Il m'a dit, mais je voulais te faire une surprise. Ah, ok. Et en fait, il y a un autre comédien qui joue avec nous, Matteo Lucci, qui joue dans la série Un Prophète. Ok. Il me dit, Dixou, dès qu'il est arrivé en Italie à l'hôtel, la première chose qu'il m'a dit, c'est bonjour, Ilio Rachid. Et non, Dixou, c'est la famille. Hein. On a vraiment appris à se connaître là-bas en Italie, tu vois. Et je le vois comme un petit frère, en vrai. Ouais. Tu vois. Je pense qu'il a l'âge de mon petit frère. Et il a envie, il a faim, il a envie de se montrer, en tout cas, il a envie d'apprendre. Donc quand il dit que oui, il avait 2-3 phrases à faire en arabe et tout, en fait, moi, j'ai rien fait, tu vois. En soi, j'ai rien fait, mais ça. En fait, il était, comment dire. En fait, il te donne, tu le vois, il a tellement envie que tu peux que l'aider, tu peux pas. Ouais, ok, ouais, je pense que tu veux. Le mec, il a tellement envie que tu peux pas, quoi que tu fasses, t'arrêtes et tu essaies de lui donner un petit coup de main. Et en fait, il a tout fait tout seul. Nous, il avait 3-4 phrases, je crois, à faire en rebeu, tu vois. Et on lui a fait avec Sophia aussi, qui joue dans la série. Et on lui a donné 2-3 trucs. Après, il les a enregistrés. Et c'est lui, hein, il a passé toute sa soirée à écouter dans le casque, il s'est mis dedans à fond et tout. Ça le stressait un peu, parce que tu sais, il y a un peu l'accent et tout. Mais je lui ai dit, en gros, ce que je lui disais, c'est que, comme il joue des mecs de Marseille, ça se passe au Beaumet, la série, je lui ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir un accent arabe, enfin, tu joues pas un natif de là-bas, tu joues pas un mec qui vit là-bas, au Maghreb ou autre, tu vois. Donc en vrai, ça va, s'il y a un petit accent français et tout, c'est cohérent. Il y a plein de mecs en France, voilà, qui parlent rebeu, mais avec un accent ou coupé avec des mots en français, tu vois. Bien sûr. Donc je lui dis, te prends pas la tête et tout, même sur l'accent, te prends pas la tête. L'essentiel, c'est qu'on comprenne quand même ce que tu veux dire. Et donc il a tout arraché, tu vois. Et moi, en fait, moi, je l'ai aidé donc la veille. Il m'attendait, le pauvre, pour taffer et tout, parce qu'il n'y avait pas grand monde avec qui bosser et tout. Et donc en fait, la veille de sa scène, on bossait à l'hôtel. Et moi, le lendemain matin, je devais rentrer en Corse. Ok. Et donc en fait, j'étais pas là le jour où il a tourné sa scène. Et il m'a envoyé un message le soir et il m'a dit, mec,
J'ai kiffé, j'ai pris du plaisir, le Real il a kiffé, ça s'est bien passé et tout, donc j'étais... Dis-toi Dixou, tellement c'est un bon. J'ai une petite anecdote. Vas-y, raconte-moi ça. Tu vas faire rire les gens qui étaient là sur un profil. C'est qu'en fait, tu vois, notre hôtel, il était au milieu de nulle part. Ouais. Et en fait, on avait un petit magasin qui s'appelait le Penny Market. C'est comme un Lidl, tu vois. Ouais. Tu vois. Et en fait, pour y aller, c'est genre 20 minutes à pied. Okay. Mais 20 minutes à pied, il n'y a pas de trottoir. C'est une route un peu de campagne, tu vois. Ouais. Des voitures qui vont à fond. T'as ça pour marcher, t'as un petit coin d'herbe vite fait pour marcher sur le côté. Enfin, c'est un peu chaud, tu vois. Ok. Et quand c'était vraiment galère, on y allait à pied. Sinon, on demandait à un régisseur de nous déposer quand on revenait de tournage, tu vois. Il nous déposait. D'accord. Et un jour, je suis avec Sophia, justement, qui joue. Je vais pas dévoiler. Sophia, une actrice qui joue dans Le Prophète. Ouais. Et elle me dit, en fait, moi j'avais kiffé les barres de céréales. Ils avaient des espèces de barres de céréales protéinées là-bas. Ok. Qui avait que qui faisaient, c'était trop bonne. Ah, ok, d'accord. En fait, j'ai dit à Sophia, vas-y, moi au retour, je vais demander au régisseur s'il peut me déposer 3 minutes, je prends mes barres de céréales et je vais à l'hôtel. Ok. Elle me dit, mais Dixou, il m'a dit qu'il y allait aujourd'hui. Parce qu'il tournait pas en fait, il était à l'hôtel. Je fais, ouais, mais je vais pas le déranger, tu vois. Et elle me dit, non, mais dis-lui, comme ça, il te les prend, tu vois, s'il y va. Et donc je fais, bon, vas-y, fais-lui un petit message, dis-lui qu'il m'en prend 2-3, tu vois. Ok. Et en fait, lui, nous après on est reparti tourner, on n'avait pas de réseau et tout. Et donc lui, en fait, il a vu le message, mais trop tard. D'accord. Quand il a vu le message, parce que même à l'hôtel, c'était galère d'avoir de la connexion. D'accord, ok. On était vraiment en fait pour le coup. Ok. Et en fait, il était en mode... quand il a vu le message, il était déjà rentré à l'hôtel. Il était parti au Penny Market, il avait fait ses courses et il était rentré à l'hôtel. Ah ok, donc il a vu après. Et il a vu après. Ok. Et il a dit... Ma parole, j'y retourne et tout, pour Rachid. Sérieux ? J'ai dit, mais non, dis-lui non et tout. Ouais. Il est fou, quoi. Il va pas se retaper la route, cette galère jusqu'à là-bas. Et puis il est retourné. Il est reparti. Tellement il a un bon cœur. Ouais. Je lui ai dit, mais non et tout. Et en fait, quand il a vu mes messages, mais non, il m'a dit, vas-y, toi, j'y suis déjà allé, je suis revenu. Il m'a dit, je suis en claquette. Les audios, ils sont à mourir de rire. Il me dit, je suis en claquette, là, j'y suis allé à fond en tongue et tout. Putain. Et donc, du coup, il est retourné juste pour m'acheter 3 barres de pour sel. Tes barres. Frère, c'est un tueur. Putain. T'as eu tes barres. C'est ça. J'ai eu mes barres. Là, c'est un bon. Franchement, c'est un... Mais ça te fait quoi, toi, quand t'as des mecs comme ça, un peu plus jeunes que toi et tout, et qui peuvent te prendre pour exemple, qui vont te demander des conseils, tu vois, alors que t'as une carrière quand même qui est encore au début, tu vois, mine de rien. Et ça te fait kiffer. Tu te dis, toi, t'es dans ce truc de transmission finalement que t'avais plus jeune quand tu faisais du judo, de dire que c'est peut-être ta génération d'après, t'as un contact facile avec eux et du coup c'est naturel pour toi. Ben en fait, moi je le vois pas. En fait, je le vois. Moi je me dis, on est tous pareils, tu vois. Genre, okay. Je me dis pas, c'est la génération d'après ou d'avant, ou je suis avant ou après, ou j'ai plus d'expérience. Je me dis même pas ça. Je me dis, on est là, on est ensemble et ce que tu peux m'apporter, je le prends. Ce que je peux t'apporter, tu le prends et on s'échange. On échange quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, vraiment, je le vois comme ça. Après, moi j'ai toujours aimé les gens. Moi je suis très curieux, je pose beaucoup de questions. Moi je suis beaucoup comme ça. Genre quand j'ai pas compris, je vais demander jusqu'à temps que je capte. Okay. Et donc les gens comme ça qui sont un peu acharnés, qui ont faim et qui veulent comprendre et tout, moi dans tous les cas j'aime bien, tu vois. Ouais. Que tu sois plus vieux que moi, plus jeune que moi, c'est pareil, tu vois. C'est une peu importe le domaine. Ok, d'accord. C'est là une curiosité naturelle de savoir les trucs, de vouloir apprendre. De vouloir apprendre. T'as un but, t'as envie de le faire bien et au contraire, ça me fait plaisir, moi. Et si les gens peuvent considérer que j'ai peut-être un peu plus d'expérience qu'eux et ils me posent des questions, au contraire, ça me touche, ça me fait plaisir. Ouais, bien sûr. Tant mieux, quoi. Carrément. Si on peut s'aider. Carrément. Et on parle un peu vite fait de l'avenir, parce que tu parlais de cette série tout à l'heure avec Rachida Brakni, Vincent Elbaz qui va sortir sur M6, si je dis pas de bêtises. J'ai vu ça, je crois, début novembre ou un truc comme ça, je crois que c'est prévu. Je crois que je me l'étais noté. C'est pour octobre, fin octobre. Ok, donc ouais. J'ai pas de date, mais c'est pour les prochaines semaines. Les prochaines semaines, ouais, dans pas très longtemps. J'ai vu aussi, donc tu parles de la série Un Prophète, du coup, où il y a Samy Bouagila qui joue dedans aussi. Samy Bouagila, entre autres. J'ai vu un film aussi qui sortira, je crois, en novembre. Gueule Noire, exactement. Ouais, c'est ça. C'est des beaux projets qui arrivent, du coup, c'est charmé, ça se passe bien. Comme tu dis, en fait cet été j'ai tourné une série aussi en Corse. Ok, ouais, donc tu me disais. Qui joue dans 66.5, Raphaël Laclogue. D'accord, ok. En 66.5, il a le rôle principal dans la série Plaine Orientale. Celui qui avait fait Mafiosa à l'époque. Ah oui, ok. Donc voilà, et donc ouais, c'est des projets qui sont prévus, je pense, pour 2024. Hein. Un Prophète et Plaine Orientale. Ok. Et là, je commence un nouveau tournage demain. D'accord. Le deuxième long métrage de Giovanni Aloy,
un réalisateur italien qui avait fait La Troisième Guerre avec Anthony Bajon. Ok, c'est bon, je visualise le film s'appelle Le Domaine, c'est un thriller, tu vois. Charmé. Et on commence demain, et ça finit en novembre, et après, ouais, il y a plein de projets, il y a plein de choses. Et donc voilà. Charmé, à chaque fois de nouvelles expériences, des nouveaux acteurs, parce que tu tournes quand même avec des gens confirmés, qui ont l'habitude et tout. C'est trop bien. C'est incroyable. J'ai commencé avec Isabelle Huppert. Ouais, déjà. Validé. Ouais. Là, j'ai tourné avec Vincent Elbaz, Rachida Brakni. Bah ouais. Enfin, c'est même des jeunes aussi. Là, j'ai tourné sur Un Prophète, j'ai fait des séquences avec Samy Bouajila. Ouais. Il y avait Moussa Maskri. Ouais. J'adore. C'est fou, tu vois. Il y a toute une équipe d'acteurs. Ce tournage était incroyable. Un Prophète, on était pas là, j'ai pas fini, je dois y retourner en novembre, mais je veux dire, le gros bloc prison qu'on a tourné dans les Pouilles, c'est fini, et franchement, c'était incroyable. Genre, on avait l'impression d'être en colonie, tu vois, avec tous ces. C'était fou, quoi. Ouais, on était tous là-bas, grand rôle, petit rôle, silhouette, on était tous mélangés. C'est charmé. Et c'était fou, on était dans une piscine, enfin dans un espèce de grand hôtel avec une piscine au milieu de nulle part. Ouais. Et on a fait connaissance, on est devenus tous super potes. Ouais, c'est ce que moi je connais bien Sophia, avec qui du coup t'as tourné Un Prophète, et elle m'a dit que c'était charmé, quoi. Quand elle me raconte des fois des trucs et tout, elle a que des bons souvenirs, elle se tape des barres, elle me raconte, toi t'es pas dans l'histoire, mais c'est tellement communicatif, tu vois, l'ambiance que vous aviez, que tu te projettes dans le truc et tout. Depuis te pitcher un peu le délire. Ouais, franchement. C'est un de mes plus beaux souvenirs, même quand on tournait pas, tu vois, on avait des jours off, on allait se promener dans les Pouilles, c'est magnifique, on avait des voitures, on allait manger des restos, des trucs, des pâtes. C'est du kiff en fait tout ça. C'était et même le réalisateur Enrico, un réal italien, à qui ils ont confié les rênes de cette série, est incroyable, tu vois. Pour le coup, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un classique le film, donc la série va être attendue, les gens vont vouloir voir ça et tout, donc carrément, c'est cool. Mais c'est cool, c'est un challenge supplémentaire, j'imagine, quoi, tu en tant qu'acteur. Donc, grave. Après, moi, je me suis pas mis cette pression-là. Ouais, il y a le film qui a tout pété. Moi, j'ai fait un casting, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé avec le réalisateur, et ça m'a fait kiffer, tu vois. Après, maintenant, j'essaie de me détacher un peu de tout ça, quoi. Ça marche. Écoute, on va arriver à la fin de ce podcast. J'ai encore une petite question, ça, d'un mec que tu connais finalement, qu'on connaît tous maintenant. Ah, pardon, excuse-moi, c'est pas ça. Yo, Brahim, c'est si fou. Sinon, je voudrais savoir, Rachid, quel est ton plus grand regret? Dixou. Ah, Dixou. Lui-même. Dixou lui-même, en question. En personne, pardon. En personne. Le Dixou en personne. Ton plus grand regret. Là, il t'a dit une vraie question profonde, t'as vu? Ouais. Il a pas blagué, là. Tout à l'heure, il rigolait, mais là, c'est plus la barre protéinée, là. C'est... Mon plus grand regret. Si t'en as un, ça se trouve que t'en as pas forcément. En fait, je réfléchis. En vrai. Mais en fait, je réfléchis, tu vois. Je vais pas te dire de conneries. Bah ouais. On a forcément tout le monde a des regrets, tu vois. Ouais, oui, dans ta vie, ouais. On peut en avoir tous les jours. Mais mon plus grand... en vrai, attends, je cogite, mais je crois que globalement, je crois qu'à chaque fois que j'ai voulu faire un truc, en tout cas, je me suis donné les moyens de le faire. Ouais, de le faire à fond. À chaque fois que j'avais un truc à dire, je l'ai dit. Donc pour l'instant, du haut de mes 28 ans, ça va, j'ai pas forcément de regrets, tu vois. J'ai pas forcément de regrets parce que j'ai toujours suivi les chemins que je voulais. Bah ouais, parce qu'en fait... Dieu m'a toujours amené là où il y avait les bonnes personnes, les bons trucs. Je me suis toujours retrouvé avec des... Chaque fois, j'étais entouré de bonnes personnes, bienveillantes et tout. Donc, non, j'ai pas forcément de grands regrets, tu vois. Bah, est-ce que généralement les grands regrets... ça aurait été que je suive pas justement... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça aurait été ça. C'est ce que j'allais dire, parce que généralement ça arrive quand justement tu t'écoutes pas, ou tu dis j'aurais dû faire ça, mais j'ai l'impression que t'es le genre de gars qui justement, quand qu'il a une idée, le fait, et puis on verra ce que ça donne. Et puis même même quand je fais une erreur ou quand je prends un autre chemin, bah, je fais en sorte de rectifier le tir. Okay. Et je fais en sorte d'en apprendre quelque chose, tu vois. Donc au final, j'ai même pas de regret, tu vois. Ouais. C'est-à-dire si je fais une connerie ou je fais un mauvais choix, bah je vais me dire, écoute, c'est fait, maintenant, qu'est-ce que t'as appris de ça, tu vois. Ok. Et fin, quoi. Ça y est, après, tu vois. Ouais, c'est pas... Ok, très bien. Il m'a dit que il est... Peut-être de l'avoir envoyé en charbon, je pense que c'est ça. Le plus grand regret, c'est de l'avoir envoyé en claquette à Penny Market. Ça, c'est chaud par contre, ça je peux comprendre. La classe.
Dixou, big up à lui en tout cas. Ouais. Très, très, très cool. Rachid, est-ce que on va passer à la séquence reco, non reco. Ouais. Est-ce que tu auras un truc à nous recommander? Est-ce que tu veux? Film, série, livre, voyage, j'en sais rien. Un truc que tu aimerais mettre en avant. Un truc de ton travail peut-être même. Ce que tu veux en fait, ce que tu veux. Bah, honnêtement, plein de choses. Plein de choses, tu peux nous dire. On peut en parler pendant des heures. Tu peux nous dire quelques trucs si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ouais, bah tiens, tu parlais de voyage. Franchement, pendant le tournage d'Un Prophète, on a découvert le sud de l'Italie. Ouais. Et franchement, je sais pas si t'es déjà parti. Non, j'ai plein de potes qui ont été et qui m'ont dit que c'était magnifique. Et bah, franchement, mais j'ai pas eu si je peux recommander ça en voyage. Ouais. Après, ce que je peux recommander de manière générale, c'est aux gens d'essayer de faire ce qu'ils aiment, tu vois. D'essayer de faire ce qu'ils aiment, au moins essayer. Bah ouais, c'est une vraie reco ça pour le coup. Ouais, parce que c'est parce que c'est là qu'on a des regrets justement. C'est ça. Des fois. Exactement, pour revenir à notre ami Dixou. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment s'autoriser, ça peut peut-être faire un peu bateau ce que je vais dire. Non, mais c'est... S'autoriser à rêver. Tu vois, genre, une fois j'étais dans un Uber, tu vois. Et le mec il me dit tu fais quoi dans la vie et tout, on discute et tout, je dis je suis comédien et tout. Il me dit c'est bien, tu tournes en France et tout, je fais ouais en France et tout, enfin je fais des trucs français et tout, bah non je suis comédien ici dans ce pays donc oui je tourne des films français, des séries françaises et tout, il me dit ah ouais c'est bien, il me dit moi je suis pas trop film français et tout, je regarde pas et tout, ok. Il me dit ouais peut-être un jour tu iras à Hollywood non. Et je fais ouf, je suis en est loin. Ah ouais. Et il m'a stoppé, je te jure il a vraiment freiné, il m'a regardé dans le rétro comme dans un film, il m'a dit faut rêver frère. Sérieux? Hein? Ah, lui, il avait des regrets. Je pense. Parce que pour faire un bail comme ça. Il faut rêver. Tu t'es sérieux ou quoi? T'es acteur, tu me dis. Je te parle d'Hollywood et tu me dis non. Ouais. Faut rêver, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est pas faux. Et je me suis dit, ah ouais, il est bon. Il m'a fait cogiter. Il t'a fait une leçon de vie dans la. Je suis parti prendre des cours d'anglais direct après. C'est vrai? De ce pas. mais non, et du coup, c'est la vraie recommandation, je pense, c'est ça. Hein. C'est je pense de se cultiver, de s'informer, d'aller faire ces trucs. Ouais, d'aller faire ces trucs. De rêver. Franchement, faut pas, ce que je dis même à mes petits frères et tout, faut pas se mettre des barrières pour rien, tu vois. C'est vrai. Faut au moins essayer. Et c'est important de le dire maintenant dans un contexte où dans ce pays il se passe plein de bails pas forcément bien, tu vois. Donc c'est bien de leur rappeler que tous on peut s'autoriser à faire des choses et pas laisser croire que faut pas qu'on est légitime. Exactement. C'est important de le rappeler parce que des fois il y en a qui peuvent oublier, tu vois. On rabâche tellement de trucs de merde à longueur de journée que des fois tu sais, il y a des gens qui peuvent l'oublier, donc c'est important de le rappeler quand même. Et j'ai de plus en plus de potes moi autour de moi qui commencent à faire. On a la même génération, tu vois, 28, 29 et tout, qui commencent à. T'en as plein qui commencent à arrêter leur taf, à aller faire d'autres choses, ou qui commencent à monter un truc à côté, qui commencent à se déterrer. C'est charmé ça. T'as des vieux rêves d'ados qui commencent à remonter comme ça, et moi je voulais faire ça aussi. Et ça commence et ça fait plaisir. Tu vois. Bah ouais, carrément. Et est-ce que t'aurais une non-recommandation du coup? À l'inverse, un truc que c'est personnel, ça engage que toi, y a pas de... je cogite, je réfléchis à ta question. Mais en vrai, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui ne, sauf à part dinguerie ou des trucs et tout, mais j'ai jamais été quelqu'un qui ne, même une œuvre, un film, un album, un truc, un clip ou quoi, même si j'ai pas aimé, je vais pas te dire, je te le recommande pas. Ok. D'accord. Je te dirais, moi, j'ai toujours dit, j'aime pas pour ces raisons, j'aime bien pour ces raisons. Maintenant, tu veux regarder, tu regardes, tu veux pas. Tu te fais ton avis, quoi. Ouais, mais au contraire, moi, quand on me dit, quand les gens m'ont dit, je te recommande pas ça. Bah, au contraire, j'allais voir. T'allais voir, ok. Donc je pense qu'il faut, je dirais jamais ça, genre, je te dirais toujours, regarde et fais-toi ton avis, tu vois. Ok, donc ta non-recommandation, elle est pas, c'est juste, faites-vous votre opinion. C'est ça. Et voilà, quoi. Moi, je recommande pas Barbie, je l'ai déjà dit, mais je sais pas kiffé. Voilà, je le dis, c'est un petit, c'est gratuit, c'est une petite balle. C'est une petite balle pour Barbie. Petite balle gratuite, hein, comme ça. Tu l'as vu ou pas? T'es ce mec, toi? Non. Non, mais là. Des balles, non, pas du tout. Non, mais j'avoue, parce que. Non, mais tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Parce que je dis ça parce que je me suis senti douillé, tu vois. Genre, parce qu'en fait, t'as vu, il y a un succès de fou. Je crois qu'il est encore au cinéma, truc, il est sorti il y a 3 mois, tu vois. Et je l'ai maté.
Dieu merci, pas au cinéma. Et genre. Ça va, tu te permets des insultes. J'étais déçu. Non, par contre, tu vois, non, mais il y a des trucs bien dans le film. Mais genre, j'étais déçu parce que, tu sais, c'est le problème quand tu regardes un truc après un gros succès. Ouais. C'est que forcément, t'as des attentes un peu, tu vois. Je dis pas qu'il était éclaté. Mais genre, j'étais déçu par rapport à ce que j'attendais, tu vois. Ouais. Ryan Gosling, par contre, tu vois, genre, je l'ai trouvé charmé dans le film parce que il est à contre-courant de ce qu'il fait. Ouais, franchement, ça fait plaisir de le voir dans un rôle comme ça, tu vois. Bon, Margot Robbie, tu vois, c'est Barbie pour de vrai. Genre, elle joue super bien, y a pas de problème. Mais je m'attendais à un truc beaucoup plus gaulerie, tu vois. C'est juste ça, mais après, encore une fois, c'est mon avis perso, tu vois. Les gens ont bien aimé, en plus, ça a bien marché et tout. Donc, Et toi, c'est quoi tes trucs du moment un peu que tu regardes en France et tout Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Qu'est-ce qui te plaît T'aimes bien ce qui se fait un peu dans l'Hexagone? Ouais, franchement, tu vois. Je parlais avec Sophia justement il y a pas longtemps de Canal+, et je disais putain mais toutes les semaines il y a une nouvelle série, j'ai l'impression, tu vois, et qualitative. C'est ça le truc, c'est pas juste ils envoient des séries, voilà machin, il y a d'autres trucs qui sont ailleurs des fois qui voilà, mais et je trouve qu'en ce moment ce qui se fait en termes de cinéma, de séries et tout, surtout les séries Canal dans laquelle tu joues, pas parce que t'es là, je te dis pas ça pour ça, mais vraiment je trouve que c'est diversifié, ça change, c'est quali, tu vois, c'est pas va vite, c'est pas des histoires qu'on a déjà vues et revues. Tu parlais de Mathieu Longuette qui met justement en avant des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois. Moi je kiffe ça, tu vois, donc même on parlait de Tapis tout à l'heure sur sa dernière série que j'ai vraiment regardé. Pareil, franchement j'ai kiffé. Je le dis sans, je spoil rien, mais dans le dernier épisode il y a un échange entre le personnage de Laurent Lafitte Tapis avec un autre mec, un procureur, un acteur que je connais pas, c'est pas un grand nom, tu vois. L'échange il est incroyable, la séquence je crois elle dure 10 minutes, vraiment, mais tu verras si t'es à ce moment là, mais je trouve l'échange il est ouf en termes de dialogue, d'intensité du truc. J'ai vu des articles sur ça, ouais. séquence qui a bluffé les gens. Ah ouais, franchement, vraiment c'était le dernier épisode, il était tard, j'étais fatigué, je regarde et je vais aller, je vais mettre le truc. Et en plus, vraiment, elle est longue la séquence. Vraiment, je te dis 10 minutes, elle dure au moins 10 minutes, tu vois, ça peut être long, mais t'es dedans, tu vois. Donc, non, je crois, franchement. Ouais, tu me diras si tu mates la fin et tout, mais ouais, non, je trouve on est sur un bon truc, tu vois. Après, moi, j'étais sur des séries courtes en ce moment, tu vois. Tu vois, je suis un daron et mon fils, il a 1 an et demi, j'ai pas le temps de regarder des trucs. Ouais, merci, de trucs d'1 heure et tout. Donc, c'est pour ça que je te disais Narvalo. C'est charmé, tu vois, tu peux regarder ça partout et tout, et en plus, c'est quali, donc non, il y a des beaux trucs qui se font, franchement, il faut. Comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir la curiosité de regarder en fait. Et de se lancer, tu vois, il y a rien. Il y a une nouvelle génération même, que ce soit de journalistes, que ce soit de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs en fait. C'est vrai. De tous des techniciens, de cadreurs, de tout. Il y a une nouvelle génération en fait qui commence à arriver et ça donne envie d'y croire. De ouf, tu vois. C'est vrai. Et de la même chose pour. Qui nous ressemble aussi, tu vois. Ouais, carrément. Et pour transposer ça à Internet. C'est la même chose, tu vois, je sais plus avec qui j'en parlais, mais pareil, tu sais, des youtubeurs d'aujourd'hui, tu sais, les mecs comme Michou, Inoxtag, qui ont 21, 22 ans, ils ont une maturité, je trouve, de malade que nous, on n'avait pas à cet âge-là, ou tu sais, alors qu'ils gèrent des entreprises, ils brassent de l'argent et tout, ça pourrait faire tourner la tête, tu vois, mais ils ont l'air carrés de fou, et c'est impressionnant. Ils sont bien entourés, de fou. Ouais, de fou. Et c'est impressionnant, et c'est cool, ça fait plaisir de voir les gens qui entreprennent de plus en plus, donc c'est cool. C'est cool. Rachid, on arrive à la fin. À la fin de ce podcast, tu sais ce que je fais? Je fais un cadeau à mon invité. Et il est juste là. Je vais te le donner tout de suite. Bouge pas. Tiens. Je te laisse l'ouvrir. Et nous dire ce que c'est. Merci. Avec plaisir, mec. Tu sais ce que c'est, toi? Non. Il sait pas ce que c'est. Personne ne sait. C'est toi qui sais. On va le découvrir ensemble. Saïd Taghmaoui de La haine à Hollywood. Magnifique. Yes. Magnifique. Ouais, c'est un livre autobiographique sur la vie de Saïd Taghmaoui. Avec qui j'ai eu la chance de partager une séquence sur Validé saison 2. Ouais, exactement. J'ai eu la chance de le rencontrer. Ouais. Et c'est vrai qu'il a. Quand tu me parlais de classique, La haine. Exactement. La haine, quoi. Forcément. La haine. C'est quoi ce film de fou? Ah oui, je crois qu'ils vont le faire en comédie musicale, si je dis pas de bêtises. Ils partent sur un projet initié par Kassovitz. Ouais, carrément. Ils sont en plein casting et tout. Et donc, oui, non, tu parlais de classique tout à l'heure. En fait, j'ai même pas osé le dire tellement c'est un classique. Tellement c'est la base. C'est vrai. Tu vois, mais c'est. Non, bah oui, c'est un film. Aujourd'hui, tu le remets aujourd'hui, tu te manges une tarte encore à chaque fois. Ça a inspiré et re-inspiré le monde entier. Grave, c'est vrai. Et le film il est sorti, j'étais même pas né. Enfin, c'est une dinguerie. Et ce mec-là, c'est un parcours inspirant, tu vois. Je trouve que c'est un mec. Oui, non, mais en plus, pour l'avoir côtoyé, il m'a raconté un peu ses histoires et tout. Comment il est parti, ce qui l'a motivé. Et il nous a même passé Marc Welber au téléphone et tout. Putain, ça c'est assez fou. Ouais, c'était fou. C'est fou. Donc, non, merci beaucoup. Franchement, avec grand plaisir. Et
Et c'est ta recommandation du coup. Ouais, c'est vrai que oui, le livre, tout ça, c'est ma reco, ouais, carrément. Non, mais moi, j'ai pas de reco, j'ai reco. Je laisse l'invité faire ça avec grand plaisir. Et je te dirai, tu me diras ça. Je vais le théma. Tu me diras ça avec grand plaisir. Je te dirai ce que j'en ai pensé. Rachid, je peux te souhaiter quoi pour la suite de ton parcours, dis-moi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ce que tu peux me souhaiter? Ouais. Honnêtement, juste de la santé, à moi, à mes parents, à mes petits frères et sœurs. C'est plus important. Ouais. On est d'accord. Et aux gens qui m'entourent, tu vois, la famille, les gens proches. Et que juste ça, ouais, la santé. Après, le reste, si on a la santé, le reste, pour moi, ça m'inquiète pas. On est corda sur ça. Ouais. Merci à toi, Rachid. Merci à toi, ouais. Ciao. Merci à toi. Ciao, ciao.